Bonsoir à toutes et tous, la conférence va commencer, je vous laisse vous installer. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence portant sur les PFAS atmosphériques. En premier lieu, nous souhaitons remercier M. Thomas Coudon pour son aide précieuse tout au long de l'organisation de cet événement. Nous remercions également notre professeur, M. Philippe Polomé, pour son suivi et ses retours depuis le début de l'année. Un remerciement également à la Maison internationale des langues et des cultures pour avoir mis à notre disposition cet amphithéâtre. Un grand merci à nos invités, qui nous font le plaisir d'avoir répondu présent afin d'échanger et de débattre autour de ce sujet d'actualité brûlant. En effet, l'Assemblée nationale a largement approuvé ce jeudi 20 février une proposition de loi écologiste restreignant la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS. Concrètement, la nouvelle loi interdit dès le 1er janvier 2026 la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits de fard, cosmétiques, textiles d'habillement, chaussures et leur imperméabilisant. Mais revenons d'abord sur une définition de ce que sont les PFAS. Utilisées depuis les années 1940, ces substances dites per- et polyfluoralkylées sont des substances chimiques utilisées dans de nombreux produits du quotidien pour leurs propriétés imperméabilisantes, isolantes ou encore anti-adhésives. Ces PFAS sont aussi qualifiés de polluants éternels de par leur extrême persistance. On les retrouve dans l'eau, dans les sols, dans l'air, ainsi que dans nos organismes. Ce sujet est d'autant plus important à aborder car le sud de la métropole de Lyon abrite la vallée de la chimie. Ce pôle industriel réunit plusieurs entreprises connues pour leurs rejets et leurs émissions de PFAS. Bien que la présence de ces polluants éternels ait déjà été largement étudiée dans l'eau et dans les sols, leur mesure dans l'air et leur nocivité restent aujourd'hui beaucoup moins maîtrisées. C'est pourquoi nous avons choisi de mettre l'accent sur le volet atmosphérique qui suscite désormais un intérêt grandissant. Au cours de cette conférence, nous chercherons à comprendre ce que nous savons de leur présence dans l'air que nous respirons, mais aussi quels impacts ont-ils sur la santé et l'environnement, et comment mieux surveiller et limiter leur dispersion. Une première partie sera consacrée à établir un constat sur la situation relative aux PFAS atmosphériques. La seconde s'attardera à présenter les outils de lutte mobilisables contre les PFAS et les perspectives d'évolution pour l'avenir. Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Antoine Clerc, avocat au barreau de Lyon, Monsieur Raphaël Desfontaines, correspondant territorial chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Pierre Athanase, 11e vice-présidente de la métropole de Lyon à l'environnement, à la protection animale et à la prévention des risques, qui remplace Madame Anne Gros-Perrin qui n'a pas pu être présente ce soir. Et enfin, Madame Gwenola Lenaour, maître de conférence de sciences politiques à Sciences Po Lyon. Nous vous souhaitons une bonne conférence. Bonsoir Monsieur Desfontaines, merci d'être parmi nous ce soir. Pour commencer cette première partie, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi fait référence la notion de PFAS atmosphérique? D'où vient cette pollution et existe-t-il une différence avec les PFAS présents dans l'eau et les sols? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Peut-être juste avant de répondre, présenter rapidement Atmo si c'est possible. Je pense que ça peut être intéressant. Donc moi je représente Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Sous format associatif, on a 4 types de membres, l'État, les collectivités, les industriels et les associations. Ça nous permet d'être le lieu de la concertation sur les sujets qualité de l'air. Et dans nos missions, au-delà de la surveillance de la qualité de l'air, on a aussi l'accompagnement des plans et des programmes pour évaluer et construire les plans et les programmes pour améliorer la qualité de l'air. Et aussi des missions d'intervention en situation d'urgence. Voilà pour le dire rapidement. Et donc moi, en tant que correspondant territorial, je vais suivre l'actualité sur le territoire spécifiquement centré sur la métropole de Lyon. Et donc je me fais le porte-voix des ingénieurs et des chercheurs chez nous qui ont travaillé sur les sujets. Voilà, j'espère pouvoir répondre à toutes les questions. Donc nous, au niveau des PFAS, on ne parle pas de PFAS atmosphériques, on parle de PFAS en air ambiant, en air extérieur ou en air intérieur. Nous, Atmo, on travaille sur l'air ambiant, en air extérieur. Donc on va plutôt parler de PFAS en air ambiant. Ce qu'il faut avoir en tête sur les PFAS donc, en air extérieur, c'est qu'il y a on va dire 2 types de présence. Il y a la présence pour les composés gazeux, en phase gazeuse, et il y a la présence sur les particules. Donc il y a 2 phases en fait de présence de ces composés-là dans l'air. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut avoir en tête. Et puis après, il faut aussi avoir en tête que, en termes de méthode pour mesurer, caractériser ces PFAS en air ambiant, il n'existe actuellement pas de standard de méthodologie. Et c'est pour ça que nous, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, on a, depuis 2023, commencé à travailler sur
une méthode qui vise justement à faire des prélèvements et pouvoir remonter sur des données quantitatives concernant ces composés-là. Vous pouvez continuer si... Vous voulez plus définir ce que c'est que le PFAS, enfin la particule chimique? Alors la particule chimique, c'est des composés qui sont... en fait, c'est du carbone fluor, donc c'est la chaîne carbone fluor qui est une chaîne persistante et du coup qui a ce caractère accumulable et dans les organismes. C'est pour ça notamment que c'est très important de pouvoir suivre ces composés-là dans l'air, puisqu'on sait qu'une fois qu'ils sont émis, ils vont s'accumuler dans les milieux et s'accumuler dans les organismes. Peut-être qu'on peut faire le distinguo sur les perfluorés et les polyfluorés, ça c'est intéressant d'avoir en tête, puisqu'en fait il y a plusieurs molécules. Les molécules qui sont uniquement composés de carbone fluor, ça va être les perfluorés, et c'est ceux-là qui sont les plus persistants. Les polyfluorés comportent certaines liaisons carbone fluor, mais vont avoir tendance ensuite à se dégrader en perfluorés. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait il y a cette notion de polluant éternel, mais malgré tout quand on regarde, il y a certains composés qui vont se dégrader en perfluorés qui eux sont éternels. Donc ça c'est pour expliquer un petit peu ce phénomène-là qui peut rendre la chose un peu confuse peut-être dans la tête du grand public, puisqu'on parle de polluants éternels, mais cependant les composés, les PFAS, se dégradent. Mais en fait, ils se dégradent bien sur une molécule perfluorée qui derrière est persistante et accumulable, puisque la chaîne carbone fluor, de par ses propriétés donc quasi indestructibles, s'accumule dans les milieux et dans les êtres vivants. Et c'est d'ailleurs, de par cette propriété-là, alors je vais préciser quand même que je ne suis pas chimiste, voilà, mais c'est de par quand même cette propriété-là qu'on a trouvé plein d'applications dans le monde industriel et dans les produits d'utilisation courante, notamment le fait que ça soit anti-adhésif par exemple. On peut penser à l'exemple des poêles Tefal. Donc voilà, si on regarde les composés perfluorés dans l'air, il faut avoir en tête qu'ils sont présents sur deux types de phases, à la fois dans les gaz pour les plus volatiles d'entre eux et sur les particules pour ceux qui viennent ensuite se coller, s'absorber sur une particule. Il faut avoir en tête qu'on n'a pas de méthode actuellement standardisée pour remonter à une quantité de PFAS respirée. Et c'est ce qu'on est en train d'apporter avec nos travaux, et ensuite effectivement connaître le fait que ces composés-là sont persistants et bioaccumulables. Merci pour cette réponse très pertinente. Afin de la compléter, Maître Clerc, pouvez-vous nous préciser à quoi renvoie la notion de pollution atmosphérique d'un point de vue juridique, ainsi que celle des PFAS ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, la pollution atmosphérique, elle est bien définie par le droit positif. Vous en trouvez, pour ce qui concerne le droit français, une définition assez précise dans le Code de l'environnement, sans surprise, à l'article L220-2. Et si on simplifie cette définition, la pollution atmosphérique, c'est l'introduction par l'homme ou la présence dans l'atmosphère d'agents chimiques, notamment s'agissant des PFAS, qui sont susceptibles d'avoir des effets nocifs pour la santé et l'environnement. Et donc, quand on confronte cette définition juridique dans des termes un peu génériques avec les PFAS, il y a plusieurs réflexions qui peuvent survenir. Je précise à titre liminaire, mais ça va faire écho à ce qui a été dit à l'instant. La définition des PFAS, c'est un enjeu scientifique. Alors, on va parler des caractéristiques chimiques communes de ces molécules, la chaîne carbone-fluor, les propriétés qui sont octroyées par ces caractéristiques. Le droit, lui, quand il va se saisir des PFAS, on va s'interroger donc sur la question de savoir si ces molécules satisfont aux critères de la pollution atmosphérique. Et là, on touche un enjeu assez primordial, à savoir la question de l'appréhension des PFAS, ou bien molécule par molécule. Ça, c'est ce pourquoi tendanciellement plaident les industriels, parce que ça leur permet de procéder à un jeu de substitution auquel ils s'adonnent depuis les années 70, ou bien, comme le préconise de plus en plus la communauté scientifique,
L'alternative, c'est donc d'envisager les PFAS comme une famille de molécules en soi, et c'est en ce sens notamment que s'inscrit la proposition qui a été faite par plusieurs États membres de l'Union européenne en faveur donc d'une restriction dite universelle de cette famille de molécules. Et moi, j'ai retenu une formule qui m'avait beaucoup plu et que je n'ai pas hésité à citer dans mes écritures, dans les affaires Daikin et Arkema notamment, d'un scientifique qui, dans un article de vulgarisation, disait que les PFAS n'étaient pas comme les champignons, il n'y avait pas les bons et les mauvais, et que leur accumulation dans l'environnement était un problème en soi, du fait de leur persistance et de leur caractère accumulable. Donc, on devrait les appréhender de façon globale, mais ça pose question, puisque leur introduction par l'homme dans l'environnement, dans l'atmosphère, ça ne fait aucun doute. Ce ne sont pas des molécules qui sont présentes naturellement, hein. C'est évidemment créé par la main de l'homme. Par contre, leurs effets sur la santé et l'environnement, là, ça se complique un petit peu, puisque vous savez que ces molécules sont extrêmement nombreuses. Enfin, on ne l'a pas rappelé, mais on en entend parler suffisamment au quotidien pour le savoir, j'imagine. On en dénombre à peu près 15 000, mais c'est sans compter leurs métabolites, etc. Donc, c'est sans doute pas exhaustif. Et on n'a pas encore de preuves, d'études scientifiques sur la nocivité de chacune. On en a pour certaines, les plus connues, les plus anciennes, le PFOA notamment, dont vous avez sans doute entendu parler, mais pas pour toutes. Donc là encore, vous voyez l'enjeu juridiquement. Si on raisonne molécule par molécule, on peut faire jouer le retard de la science, ou en tout cas le doute sur la nocivité de certaines pour les faire sortir de la qualification de polluants atmosphériques, ou bien, conformément à ce que voudrait le principe de précaution, on va les envisager comme une famille en soi, et donc considérer que tous les PFAS, du fait de leurs propriétés communes, sont potentiellement nocifs et donc constituent une pollution atmosphérique. C'est évidemment ce pourquoi je plaide, bien sûr. Et on en vient à une deuxième question éminemment cruciale, à savoir que, une fois qu'on les considère comme des polluants atmosphériques, c'est très bien, mais pour donner un effet utile à cette qualification, pour que ça produise des conséquences juridiques très concrètes dans la mise en œuvre de tous les dispositifs juridiques existants pour pour sauvegarder la qualité de l'air, voire pour donner lieu ensuite à des contentieux, il va nous falloir des référentiels évidemment méthodologiques, ça a été dit, et puis des référentiels aussi normatifs, c'est-à-dire en pratique des limites, des valeurs, des objectifs. Pour celles et ceux qui étudient ou pratiquent le droit de l'environnement, vous savez que c'est notamment là-dessus qu'on se base en matière de pollution atmosphérique, sur des objectifs de qualité, des valeurs cibles, des valeurs limites, et ce sont ces référentiels qui vont déterminer ensuite l'application de tel ou tel mécanisme pour les pics de pollution, pour les pollutions chroniques, etc. Sans ces référentiels, et on l'a très bien vu dans les contentieux Arkema et Daikin qui avaient trait donc, à leurs projets d'extension respectifs, sans ces référentiels, en fait, on a du mal à se saisir véritablement de l'enjeu des PFAS. Ça soulève plein de questions du retard de la science, évidemment sur le développement très rapide de ces molécules, sur l'accès aux preuves, à la constitution de preuves aussi scientifiques, a fortiori dans les procédures d'urgence, parce qu'ici on était en référé. Donc j'en dis pas plus, parce que je crois qu'on revient dessus lors d'une question ouverte à la fin, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Cette question est maintenant destinée à vous tous. Quels sont les effets des PFAS sur l'environnement ? Alors, sur l'environnement et sur l'homme, c'est quand même un vrai problème. La question de santé vient juste publique, après sur la santé. Sur l'environnement, de toute façon, ça pollue évidemment l'eau. Ça, c'est en premier, c'est ce qui a été illustré. Quand nous, on n'a pas été plus malin que les autres. On a découvert ça avec le reportage de France Télévisions, sur France 5 et France 2. On a beaucoup appris depuis, et on s'est aperçu en fait qu'on ne connaissait pas grand-chose, ou tout le monde, ceux qui connaissaient, tout le monde n'en parlait pas trop. Donc il a fallu chercher un petit peu. Et au début, on était vraiment parti sur l'eau et uniquement sur l'eau. Que ce soit l'eau de surface, l'eau dans le Rhône, puisque Arkema rejetait quand même des centaines de kilos tous les mois de PFAS dans le Rhône directement, et une partie qui partait dans les nappes phréatiques qui servent notamment d'eau de captage, alors pas pour la métropole, mais pour le syndicat Rhône-Sud, qui est à l'aval de la métropole, qui dessert pas mal de communes sur la rive droite et la rive gauche. Donc là-dessus, c'est là qu'on a commencé à
à travailler, puisqu'on se doit de donner une eau d'une qualité correcte, évidemment, aux gens qui la boivent. Mais du coup, on a cherché, on a vu effectivement des accumulations de PFAS sur les poissons, selon les types de poissons. Plus ils étaient gras, évidemment, les poissons qui arrivent en bout de chaîne alimentaire, donc plutôt les carnassiers, qui les accumulent, puisque effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est vraiment ce côté-là d'accumulation dans l'organisme qui le rend dangereux. On l'a vu également dans des végétaux, puisqu'il faut bien voir que l'eau du Rhône, elle n'est pas bue comme ça, mais par contre, elle est captée directement dans le Rhône et non pas dans les nappes phréatiques pour irriguer l'agriculture et en rive droite et en rive gauche. Et on a retrouvé comme ça des légumes qui étaient contaminés sur le Mornantais, donc déjà bien plus haut, et notamment de la mâche, il y a 2 ans, qui avait des taux qui étaient assez affolants. Et on a retrouvé également sur le ruisseau qui descend des monts Lyonnais, le Garon, il était pollué à l'aval. Et il n'était pas pollué directement, évidemment, par ces usines-là, mais bien par les eaux d'irrigation qui arrosaient en haut. Les eaux, elles ravinent et elles allaient là. Donc on a retrouvé effectivement des poissons qui étaient propres au Garon, qui n'étaient pas ceux du Rhône qui remontaient, qui étaient également contaminés au PFAS. On a fait, la préfecture a lancé, c'est les premières choses qui ont été faites, des études sur les œufs. Parce que les poules grattent le sol, ont besoin, comme tous les oiseaux, d'avoir des petits graviers dans ce qu'on appelle le gésier. Quand on mange le gésier d'une poule, d'un canard, c'est un muscle en fait, et pour broyer, il y a besoin de ces éléments-là. Donc prennent de la terre et du coup accumulent les PFAS, et les PFAS sont concentrés dans les œufs. Et là, on est arrivé à des taux qui étaient vraiment très très alarmants, à proximité évidemment de Pierre-Bénite Oulin, d'Irigny. C'était vraiment en rive droite. Et tout de suite, lors des toutes premières rencontres avec les services de la préfecture et la préfète, s'est posée la question effectivement de la diffusion, parce qu'on ne pouvait pas considérer que la pollution, elle descendait uniquement dans l'eau, donc elle suivait le fleuve, nord-sud, mais elle allait bien sur les côtés. Ça n'a pas été forcément simple, ça a été un petit peu tendu comme réunion, comme on en a quelques fois, mais pour bien considérer qu'effectivement cette pollution, puisque les poules ne buvaient pas l'eau qui était captée à Ternay et donnée ailleurs, c'était les œufs où on avait les PFAS les plus concentrés, se trouvaient sur Pierre-Bénite, sur Irigny et sur Saint-Fond. Et tout de suite s'est posé la question, comment ça se fait qu'on pollue toute cette partie-là? Et jusqu'à quel rayon on pollue? Et ça a été des choses qui ont été assez longues à mettre en place, pas forcément faute de volonté, mais vraiment faute de moyens, et notamment de moyens financiers. Moi, je travaille avec l'Adréal quasi quotidiennement sur les risques, la prévention des risques, les risques inondations, enfin les risques naturels, inondations ou autres, et les risques technologiques. Et je peux vous assurer que l'Adréal fait particulièrement bien son travail de surveillance sur les risques. Mais faute de moyens humains, faute de moyens financiers, les contrôles n'étaient pas faits sur la pollution, sur ces pollutions chroniques. Il y a bien, lorsqu'il y a des pollutions aiguës, il y a un accident industriel, là effectivement il y a des mesures qui sont faites, Atmo d'ailleurs est réquisitionné pour ce faire, mais sur ces pollutions qui sont des pollutions chroniques, là par contre il y a eu des loupés, il y a eu pas mal de choses comme ça. Donc on y est allé malheureusement assez doucement, en élargissant à chaque fois un petit peu le périmètre sur lequel on récoltait les œufs, et il a fallu pas mal de temps. Après, je reviendrai peut-être à ce que fait la métropole, mais voilà un petit peu sur l'environnement, ce que je peux en dire brièvement. Mais voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Donc, pour parler des risques sur la santé, Madame Le Naour, nous avons vu que la voie d'exposition principale des travailleurs ainsi que des riverains était la voie inhalée. Par conséquent, pouvez-vous nous expliquer quels sont les effets des PFAS sur la santé ? Alors juste peut-être pour revenir quand même sur les voies d'exposition, parce qu'effectivement la voie inhalée est une voie d'exposition, mais c'est la moins étudiée. Donc c'est celle sur laquelle on a quand même assez peu de données, je vais y revenir. Donc c'est bien que Pierre Athanase ait rappelé que c'est aussi l'eau de consommation qui explique comment on est exposé à ces produits. Et puis tous les produits de consommation, je pense au maquillage, à des produits textiles, mais aussi aux ustensiles de cuisine, même si on en reparlera tout à l'heure, ils ont été exclus de la dernière
mouture de la loi. Et donc, sur la voie inhalée, effectivement, on a repéré notamment une voie d'exposition, en particulier pour les professionnels et les riverains des sites industriels. Et puis, la voie, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, transcutanée, est aussi une voie importante qui a été encore assez peu étudiée. Donc il y a un guide de l'Académie nationale de médecine aux États-Unis qui a été mis en ligne et qui est téléchargeable, qui renseigne sur pas mal de choses, qui est très bien fait. On peut passer à la slide suivante. Donc comme l'a dit Maître Clerc, il y a surtout deux PFAS qui ont été largement documentés, c'est le PFOA et le PFOS. Donc le PFOA est désormais classé cancérogène avéré par le CIRC, donc le Centre international de recherche contre le cancer. Donc c'est un cancérogène de classe 1, donc ce qui en fait un danger très grave pour la santé humaine. Et puis dans la littérature internationale, plusieurs cancers ont été identifiés comme ayant un lien probable avec une exposition au PFAS. Donc je dis lien probable, et c'est ce qu'il y a aussi sur la slide qui vous est projetée, parce que voilà, on manque encore il y a beaucoup d'incertitudes qui demeurent sur les effets et sur les liens de causalité entre cancer et exposition au PFAS, mais on a quand même un certain nombre de travaux qui viennent attester que, par exemple, une plus forte exposition vous fait courir un risque de cancer du rein. Voilà, donc le cancer du rein fait partie des cancers qui sont maintenant bien documentés. Les cancers des testicules également, même si le niveau de preuve est considéré comme moins suffisant si on prend la littérature internationale. Donc ces risques sont notamment liés à des expositions professionnelles, puisque dans la littérature internationale, ce sont les travailleurs qui ont fait les travailleurs et les pompiers qui ont fait l'objet d'une surveillance et d'études épidémiologiques. Donc ça, c'est un point important. Ce qui fait qu'on lit souvent que les résultats de ces études sont difficiles à extrapoler en population générale, puisqu'ils concernent des populations fortement exposées. Donc, en fait, on manque encore, malheureusement, d'études en population générale sur les liens entre exposition et cancer, mais on sait déjà que pour certains PFAS, au moins 2, les dangers pour la santé et l'environnement sont très importants. Et puis pas seulement 2, je ne vais pas tous les citer, mais vous irez regarder le guide en question qui vraiment fait le travail de revue de littérature de tous ces PFAS. Certes, d'autres, il n'y a pas seulement le PFOA et le PFOS qui ont été documentés, il y en a d'autres qui commencent à être extrêmement bien documentés, mais évidemment pas les 15 000 substances concernées. Alors c'est important de savoir qu'en France, on a eu des études de bioimprégnation et en Europe aussi, notamment à l'échelle nationale. C'est l'étude Esteban qui va être renouvelée et qui s'appellera l'étude Alban par Santé publique France et qui prouve que les corps de la quasi-totalité des personnes qui résident en France sont exposées à ces substances. Donc il y a bien un niveau d'imprégnation important, mais si vous regardez à des échelles plus territoriales, pour les rares tests qui ont été faits, généralement les personnes qui vivent et résident sur ces territoires sont évidemment bien plus exposées. Et puis je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert des maladies, mais on a aussi des maladies cardio-métaboliques qui sont extrêmement bien documentées, qu'on retrouve là aussi bien en population générale que chez les travailleurs, avec un lien établi entre une exposition au PFAS et une hypercholestérolémie ou une moindre capacité de défense du système immunitaire, plus d'autres éléments sur les liens entre exposition et effet sur la fertilité ou sur le développement du fœtus, puisqu'il y aurait probablement des phénomènes de retard de développement liés à une exposition accrue pendant la grossesse à ce type de toxiques. Donc ici, c'était vraiment important de revenir là-dessus dans le cadre de cette conférence et de cette première partie. On est sur un risque pour la santé qui est avéré et qui nécessite sans doute des actions importantes. Alors la métropole mène un certain nombre d'actions, mais voilà, on est quand même un peu en retard sur ces questions, aussi parce qu'il y a des pressions économiques qui sont très importantes, et je pense qu'on y reviendra sans doute dans la deuxième partie. Oui, vous pouvez. Si je peux me permettre de rebondir juridiquement, parce que c'est assez intéressant. Moi, j'ai une comparaison que je dresse souvent pour illustrer un petit peu la spécificité des PFAS et les difficultés juridiques que ça génère. C'est la comparaison avec l'amiante. Et vous allez vous rendre compte pourquoi. L'amiante, donc il y a un autre scandale écologique et surtout sanitaire qui a éclaté par le passé. Juridiquement, c'était quand même un peu plus facile d'appréhender ce problème, puisque, comme vous le savez sans doute, l'amiante causait des pathologies assez caractéristiques, notamment évidemment des voies respiratoires, enfin du système respiratoire, comme des cancers du poumon, etc.
les PFAS, contrairement à l'amiante, comme vous le voyez, alors on sait, comme l'a rappelé Gwenella, que ça augmente le risque de développer certaines pathologies, mais des pathologies qui sont assez variées et qui sont potentiellement plurifactorielles. Donc juridiquement, si vous savez que vous êtes surexposé à des PFAS du fait de votre lieu de vie, par exemple parce que vous vivez à Pierre-Bénite ou parce que vous vivez dans une commune dont l'eau potable est ou a été pendant longtemps contaminée, et que vous développez certaines pathologies, pour établir le lien de causalité entre votre exposition, votre consommation de PFAS et cette pathologie, ce sera beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'on serait peut-être aussi tenté d'aller plutôt sur le terrain du préjudice d'anxiété, du préjudice né de la seule exposition au risque généré par les PFAS. Mais vous voyez bien, sur le plan strictement sanitaire, sur le plan du dommage corporel, ça va être beaucoup plus difficile, même si on espère bien des évolutions de la jurisprudence en ce sens, voire une espèce de changement de focale en allant plutôt sur un terrain d'un préjudice sanitaire en tant que tel, où on ne s'intéresserait pas aux affections individuelles, qui évidemment ont leur importance, mais qui, encore une fois, posent des problèmes probatoires assez difficiles pour l'instant. Mais on s'intéresserait plutôt à l'atteinte globale à la santé publique, et un préjudice qui pourrait donner lieu, s'il était reconnu, parce que pour l'instant c'est juste une proposition doctrinale, qui pourrait donner lieu donc à des mesures de réparation en nature, un petit peu analogues à ce qu'on peut avoir en matière de préjudices écologiques, où ici on demanderait aux pollueurs, par exemple, de financer des campagnes de prévention ou des études de type épidémiologique pour renforcer un petit peu la connaissance sur ces sujets-là. Et de même, je me permets une deuxième remarque juridiquement, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir ensuite. Si on revient à la question écologique, des effets sur l'environnement, là encore, les PFAS posent énormément de questions. Il y a encore beaucoup d'impensés en la matière, mais c'est extrêmement stimulant aussi d'y réfléchir. On sait, en l'occurrence, que l'environnement de la métropole de Lyon, mais aussi tout le Rhône, parce que les 3,5 tonnes de rejets aqueux qu'a déversé Arkema par an dans le Rhône, évidemment, se sont diffusés potentiellement jusqu'à la mer Méditerranée. Donc on sait que l'environnement est massivement pollué par les PFAS, qu'on en retrouve sans doute dans toute la chaîne alimentaire, etc., dans tous les écosystèmes. Mais ça pose une question méthodologique et juridique pour, par exemple, si on allait, et ça va arriver bien sûr, sur le terrain du préjudice écologique. Comment on va circonscrire ce préjudice écologique s'agissant d'une pollution aussi massive, historique, universelle, et comment on va aller réparer ce préjudice écologique ? Comme vous le savez peut-être, le préjudice écologique, donc porté à l'environnement en tant que tel, on le répare en priorité en nature, c'est ce que nous dit le Code, donc par des mesures de dépollution notamment. Mais là, si on arrive à faire reconnaître ce préjudice écologique à l'encontre, par exemple, d'Arkema et de Daikin, qu'est-ce qu'on va leur demander exactement ? S'agissant, comme je vous le disais, on est face à une pollution qui est massive, dans tous les milieux. Est-ce qu'on va leur demander d'aller dépolluer tous les sols de la métropole de Lyon potentiellement exposés ? Est-ce qu'on va leur demander d'aller dépolluer tout le Rhône ? Voilà. Tout ça pour dire que ça soulève beaucoup de questions en attente de réponse. Merci beaucoup. Madame Le Naour, je me permets de revenir vers vous. Vous vous êtes penchée particulièrement sur la notion d'acceptabilité sociale du risque industriel. Dans vos travaux de recherche, pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, je me suis penchée sur cette notion pour dire que j'en pensais plutôt du mal. C'est-à-dire que cette expression d'acceptabilité des risques industriels, pour moi, elle sous-entend que certaines populations devraient accepter les risques. Et en fait, on demande toujours aux mêmes populations d'accepter les risques. C'est celles qui vivent directement à proximité de ces usines ou ceux qui doivent travailler au contact de ces substances pour survivre ou pour vivre. Et donc, c'est un peu comme les analyses coûts-bénéfices. Généralement, les coûts sont supportés toujours par les mêmes et les bénéfices, pas par ceux qui supportent les coûts. Donc, c'est cette notion d'acceptabilité sociale des risques, pour moi, elle me dérange du point de vue de la sociologie des risques. On parle aussi de culture du risque, qui est l'autre expression, mais ça revient à peu près au même, puisque l'idée, c'est qu'il faut accepter de vivre avec le risque et pouvoir y faire face en cas d'accident notamment. Ça masque des inégalités sociales et territoriales de santé qui sont importantes. Et puis, pour moi, vous m'avez envoyé la question sur l'acceptabilité du risque PFAS, qui m'a fait faire un bond sur ma chaise. Alors pour moi, ça n'existe pas, l'acceptabilité du risque PFAS. Personne n'a accepté de vivre avec un tel risque, avec l'épée de Damoclès que constitue le risque de développer une maladie grave à cause d'une substance chimique inventée par l'homme et substituable
pour la majorité de ces usages. Donc voilà, donc pour moi, cette notion d'acceptabilité sociale du risque, elle n'est pas recevable, elle n'est pas entendable. Il faut en finir avec cette idée d'acceptabilité sociale du risque. Il faut trouver autre chose. Et là, surtout, il faut développer une culture de la précaution et de la prévention et cesser surtout de penser qu'à chaque pollution, on va trouver une solution de dépollution, parce qu'on ne pourra pas tous aller vivre sur Mars, ni sur une autre planète, le jour où on aura rendu la nôtre inhabitable. Donc voilà, donc c'est sans vouloir rentrer dans la controverse, mais je pense qu'il faut en finir avec cette fiction de l'acceptabilité sociale des risques. Les risques industriels ne sont pas acceptables. Voilà, il faut trouver des moyens que les populations qui vivent aux côtés de ces usines ne soient plus exposées et que les acteurs économiques trouvent d'autres solutions et arrêtent d'exposer les populations et les territoires à des pollutions massives. Merci beaucoup pour ça. Je vais peut-être intervenir, Allez-y. puisque je m'occupe de risques technologiques à la métropole. Alors nous, on parle de culture du risque malgré tout, puisque souvent les gens qui habitent à proximité ignorent ou sont dans le déni par rapport au risque. Et nous, notre travail en tant que collectivité, c'est pas d'intervenir chez l'industriel pour que son usine ne soit pas dangereuse. On n'en a pas la compétence légale et réglementaire, mais bien que les gens se protègent, eux, se protègent avec des financements qui sont alloués par l'État, par la métropole et par les industriels qui en sont à l'origine. Et moi, je continue effectivement à parler de culture du risque, mais c'est pas en opposition par rapport à vous. C'est que les gens aient bien ça en mémoire de façon à ce qu'ils puissent se protéger. Si vous êtes jeune, mais la catastrophe AZF à Toulouse a pas tué beaucoup sur le site industriel, a beaucoup tué dans la ville, a beaucoup mutilé les gens, et les gens qui étaient chez eux en train de déjeuner le matin, parce que les vitres ont explosé, et c'est vraiment les gens chez eux qui ont été impactés. Et ce qu'il faut éviter absolument, c'est ça. Et il faut bien que les gens soient conscients de ça. Mais et c'est pour ça qu'on est sur des législations qui sont bien différentes, entre cette protection, donc la loi de 2003, la loi Bachelot, qui a fixé les PPRT, c'est vraiment les risques industriels. Alors, s'il peut y avoir des risques toxiques, mais c'est des risques aigus, c'est du gaz qui va s'échapper et qui peut tuer à ce moment-là. C'est effectivement le risque d'explosion, qui est le plus courant, surtout sur la vallée de la Chimie. Et on a également un risque, alors là, c'est le risque qu'on ne sait pas, dont on ne sait pas se prémunir, c'est les températures, des températures qui peuvent monter très très vite. Donc c'est pour ça qu'on a un PPRT qui est assez compliqué et qu'il faut absolument mettre en œuvre. Et moi, j'appelle quand même à la culture du risque pour les riverains par rapport au risque, et non pas par rapport à la pollution. Ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, nous avons pu voir dans cette première partie que la question des PFAS atmosphériques constituait un véritable enjeu pour la région lyonnaise. Mais qu'en est-il des outils? C'est ce que nous allons découvrir dans cette deuxième partie. Madame Le Naour, est-ce que l'action collective qui a été mise en place récemment par les habitants de la ville d'Oulin-Pierre-Bénite serait une preuve de leur prise de conscience du risque, notamment lié aux PFAS, auxquels ils peuvent être confrontés? Alors, sur cette question de la mobilisation au sud de Lyon, alors ce qu'on peut dire de cette mobilisation, c'est qu'elle permet aussi sur ces territoires aux gens de résister, de faire front collectivement, de faire face à cette pollution qui leur est un peu tombée dessus, puisqu'ils ont été assez sidérés par l'ampleur de la contamination qui leur a été révélée, puis après qui a été corroborée donc dans le reportage dont parlait Pierre, mais qui a ensuite été corroborée par des mesures plus officielles. Mais je ne sais pas si ça permet d'aller au-delà de l'acceptabilité. Je pense qu'il faudrait poser la question à ceux et celles qui vivent la pollution dans leur chair, ce qui n'est pas mon cas, puisque je ne suis pas habitante d'Oulin-Pierre-Bénite, j'habite un peu plus dans Lyon. Mais en fait, moi, je réfléchis beaucoup ces derniers temps, puisque je suis cette mobilisation depuis maintenant bientôt 3 ans, quelles sont les modalités de résistance et les moyens de restaurer la confiance dans la science, parce qu'il y a aussi c'est aussi un peu l'enjeu dont il s'agit, c'est-à-dire que les citoyens, citoyennes, travailleurs, travailleuses de ce bassin d'emploi et bassin industriel aient à nouveau confiance dans la puissance publique et dans les données qui sont produites. Et c'est pas gagné, puisque au sud de Lyon, mais comme dans d'autres territoires, il est très difficile finalement
pour ses habitants, de faire à nouveau confiance, notamment je pense aux organismes de santé, et puis aussi parce que beaucoup de questions qu'ils posent restent sans réponse, notamment la question est-ce qu'on pourrait avoir des prises de sang pour savoir si on est exposé. C'est compliqué, c'est difficile de trouver des financements pour ce type de recherche. Et donc, moi, je crois qu'un des moyens, finalement, d'aller au-delà de l'acceptabilité du risque, c'est peut-être les instituts éco-citoyens pour la connaissance des pollutions, hein, qui existent dans plusieurs territoires fortement pollués, la vallée de l'Arve, les pays de l'Aude, Fos-sur-Mer pour le plus vieux d'entre eux, ou Sainte-Pazanne, et qui est à l'étude sur le territoire de la métropole de Lyon. Ce type d'institution qui vise à faire se rencontrer des chercheurs, des citoyens, mais aussi des collectivités territoriales, et puis pourquoi pas les services de l'État et les acteurs économiques et les syndicats de travailleurs, font partie, à mon sens, de ces moyens d'action, parce qu'ils permettront peut-être, ou ils permettent, pour ceux qui existent déjà, de développer des nouvelles connaissances, et puis surtout de développer des actions de prévention, afin de répondre aux préoccupations des résidents, des travailleurs, et puis de lutter durablement contre ces pollutions. Alors j'avais préparé une slide qui est pas tout à fait hors sujet, mais justement sur la question comment est-ce qu'on peut réduire, c'est celle d'avant, sur comment est-ce qu'on peut réduire l'exposition au PFAS. Alors on trouve en anglais un certain nombre d'outils, hein. Donc là vous avez typiquement comment vous pouvez vous individuellement et dans votre communauté réduire votre exposition. Mais ce que nous dit aussi le guide que j'ai cité tout à l'heure, c'est que normalement ce ne serait pas aux individus de réduire leurs expositions à des substances nocives, ce serait plutôt par justement l'interdiction de ces substances ou leur substitution. Et donc je pense voilà, que vraiment développer des nouvelles modalités de développement de connaissances, mais aussi adossées à des moyens juridiques, ça fait partie de ces possibilités pour faire face et voilà, ensuite trouver d'autres politiques publiques qui nous permettent de restaurer à la fois la confiance et vivre à nouveau sur ces territoires qui ont été contaminés. Alors, vivre sereinement sur ces territoires qui ont été contaminés parce qu'on y vit encore. Merci beaucoup pour votre intervention très pertinente. Maître Claire, le droit étant un outil majeur de lutte contre les pollutions atmosphériques, pouvez-vous nous présenter quels sont les outils juridiques mobilisables pour lutter contre les PFAS et revenir sur leur efficacité ? Oui, alors avant de dégrainer un petit peu les pistes juridiques et contentieuses, je vais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est quand même intéressant de voir comment le droit est un moyen pour des citoyens et citoyennes affectés dans leur chair quand même de s'approprier cette lutte qui n'est pas l'apanage des associations de protection de l'environnement, même si elles ont un rôle structurant par rapport à cette mobilisation citoyenne. Et là encore, moi, je vais reprendre ma comparaison avec l'amiante, mais on pourrait faire la même de façon analogue avec d'autres scandales écologiques sanitaires. Si on prend par exemple l'exemple des PCB ou des bisphénols, à la différence de ces précédents scandales, là, celui des PFAS intervient après des années de montée en puissance de la société civile grâce justement à l'outil juridique et contentieux. On l'a bien vu avec le contentieux climat et tout cet usage à cette conception très instrumentale du droit comme un outil, un levier d'action pour provoquer un changement politique, social, c'est ce qu'on appelle, c'est une notion qui me tient à cœur, le contentieux stratégique. Et on voit là que, s'agissant des PFAS, on a un usage beaucoup plus fréquent, systématique des outils contentieux, et non pas seulement pour des cas individuels. Avec l'amiante, vous avez énormément de contentieux pour faire reconnaître la maladie professionnelle, etc., obtenir des indemnisations à l'échelon individuel. Mais là, on est vraiment sur des contentieux à potentiellement impact systémique. Évidemment, vous allez cibler tel et tel industriel, voire telle et telle administration, enfin l'État à travers elle, mais à travers ces cas particuliers, à travers ces différentes procédures sur lesquelles je vais revenir assez brièvement, vous appuyez les revendications de la société civile, donc tout ce travail de plaidoyer qui est fait notamment en faveur d'une meilleure régulation des PFAS. Et puis voilà, vous envoyez un signal clair à la fois à tous les industriels de ce secteur-là, qui utilisent ou produisent des PFAS, et bien sûr aux régulateurs. Donc ça me semble assez intéressant de le noter, puisque comme vous l'avez remarqué, la vallée de la chimie, la métropole de Lyon, sont devenues, bien malgré elles, évidemment, une sorte de laboratoire à la fois politique et juridique
de la gestion de cette crise des PFAS. Et on a vu en fait un grand nombre maintenant de procédures être engagées. Ça devient un peu difficile pour les non-spécialistes de s'y retrouver parce qu'effectivement, elles tendent un petit peu à se multiplier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce laboratoire en fait, permet d'éprouver l'efficacité, l'adéquation de telle ou telle procédure, de tel ou tel fondement juridique face donc à ce problème des PFAS qui est assez inédit. Évidemment, il y a des procédures qui ont été engagées à d'autres endroits. Il y a des plaintes pénales notamment qui ont été déposées par l'ONG de Génération Future dans différents hotspots hors vallée de la chimie, parce qu'évidemment, on n'est pas les seuls touchés ici. Néanmoins, la vallée de la chimie concentre quand même alors, non seulement les PFAS, mais aussi les procédures en la matière. Et donc, on a, de façon assez classique, des procédures qui s'inscrivent dans une démarche préventive, avec notamment ce référé pénal environnemental qui a été la première procédure engagée par une coalition menée par l'ONG Notre Affaire à tous, alors qui malheureusement s'est perdu dans des méandres procéduraux sur lesquels je pourrais revenir s'il y a des questions dessus, mais je ne vous ai pas les détails techniques pour le moment. L'idée, c'était, au moment de l'émergence du scandale, juste après la diffusion du reportage Vert de rage, d'actionner une procédure qui était censée produire des effets rapidement, puisqu'il s'agit bien d'un référé, pour obtenir la limitation assez drastique des rejets de PFAS dans le Rhône par la société Arkema. C'était bien elle qui était visée, non pas Daikin. Et puis tout un ensemble de mesures de nature sanitaire qui donnait vraiment son ambition à cette action, qui malheureusement donc a été rejetée au fond par le juge des libertés et de la détention, donc en première instance, puis en appel pour des raisons procédurales. On a aussi d'autres types de procédures qui ont été mises en œuvre, à laquelle j'ai eu la chance de contribuer, puisque c'est une information qui est publique maintenant, donc je délie mon secret à cet égard. Moi, je représente en tant qu'avocat, je suis l'un des avocats de la commune d'Oulin-Pierre-Bénite, et donc j'ai eu l'opportunité de la représenter en tant qu'intervenante volontaire dans les procédures que j'évoquais un peu plus tôt, contre les projets d'extension de Daikin et d'Arkema, donc devant le tribunal administratif, en référé, un référé étude d'impact, donc une sous-catégorie de référé suspension, où il était question, alors non pas nécessairement d'empêcher à tout prix la réalisation de ces projets, mais d'exiger que ces projets, que leur mise en œuvre soit précédée d'une étude d'impact, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, puisque les industriels et la préfecture à leur suite considéraient qu'il ne s'agissait pas d'une modification substantielle de ces installations. Or, pour apprécier le caractère substantiel de cette modification, on va s'intéresser notamment aux impacts environnementaux et sanitaires. Donc, tout le débat portait sur ce surcroît de risques engendré par ces projets des industriels, avec notamment, vous le savez sans doute si vous avez suivi l'actualité, Daikin qui prévoyait explicitement, dans le cadre de ce projet, d'employer, d'utiliser, donc de rejeter dans l'atmosphère, c'est bien le thème qui nous occupe ce soir, un nouveau type de PFAS, d'ailleurs non seulement un PFAS mais un bisphénol, donc le risque était assez flagrant a priori, le bisphénol A fluoré, donc le BPAF, et donc tout l'enjeu a été de démontrer au juge, et on a obtenu gain de cause avant que le projet soit modifié et accepté. Donc on a obtenu gain de cause dans le cadre de cette première procédure, puis en démontrant que ces rejets, qui paraissent minimes pris in abstracto, quand on vous dit que ce sera 1 microgramme par mètre cube de rejet atmosphérique, évidemment pris abstraitement, ça paraît dérisoire, mais pris dans le contexte in concreto donc, de la vallée de la chimie, d'un territoire qui est déjà massivement pollué par des PFAS et puis par bien d'autres substances, sachant que quand on apprécie le risque d'une substance chimique, là encore, il ne faut pas l'apprécier pris de façon isolée, mais il faut envisager, malheureusement c'est encore difficile sur le plan méthodologique et scientifique d'avoir des preuves suffisantes, mais il faut l'envisager en interaction aussi avec d'autres substances. On a ce qu'on appelle les effets cocktails, sur lesquels on pourra potentiellement revenir, qui peuvent multiplier les effets potentiellement nocifs d'une substance lorsqu'elle interagit avec d'autres. Voilà, donc tout l'enjeu était là. Comme je le disais, on a obtenu gain de cause la première fois, et puis Daikin a mis en place des dispositifs additionnels de filtration qui ont réduit substantiellement ces rejets atmosphériques, et donc le projet est passé au vu de ces nouvelles garanties. Voilà très brièvement pour les procédures préventives, il pourrait y en avoir d'autres. Pour les procédures curatives, je serai bref, je vous laisse m'arrêter si besoin. On a d'abord une procédure pénale qui a été engagée, alors d'abord par une plainte déposée par Pierre Bénite avant la fusion avec Oulin, Pierre Bénite et son maire d'ailleurs,
et qui ont été rejoints ensuite dans un second temps et après l'ouverture de l'instruction par une coalition donc menée par Olympia Bénite alors je n'ai plus les chiffres en tête parce qu'ils ont changé, mais on a je crois une quarantaine de collectivités donc impactées sur leur territoire par les PFAS. On a une coalition également d'associations de pêche et de riverains-riveraines impactés. Et donc, c'est ce qui a donné lieu donc à l'ouverture de l'instruction pénale, comme je le disais, à toutes les perquisitions qui ont eu lieu. Ça avait été bien relayé dans la presse. Et donc, cette procédure pénale qui est en cours et qui, on l'espère, aboutira un jour à la reconnaissance juridique de la responsabilité des industriels et qui ouvrira également droit à la réparation des préjudices pour toutes les victimes potentielles. Alors les victimes, j'en viens au dernier point, elles auront le choix, puisque maintenant, comme vous le savez, ça a été évoqué, il y a une action collective qui est en train d'être lancée. Elle n'est pas exactement lancée, elle sera lancée si on atteint, si ma consoeur Louise Chance atteint son objectif cible de requérants, à savoir 500 demandeurs, et cette action se fera au civil. Alors, il n'y a pas de réelle concurrence entre la procédure pénale et la procédure civile, elles sont évidemment complémentaires. Et d'ailleurs, cette action civile s'adresse en premier lieu, c'est comme ça qu'elle a été conçue, aux citoyens et citoyennes, aux habitants impactés. Et donc, voilà, on pourrait très bien imaginer une articulation où on privilégierait, par exemple, les demandes portées par les collectivités au plan pénal et celles par les habitants au plan civil. En tout cas, ce sont encore une illustration des pistes, enfin en tout cas des voies contentieuses qui peuvent être mobilisées. Et là, je n'évoque même pas les fondements juridiques en tant que tels. Il s'agit des différentes infractions caractérisables au plan pénal, les infractions, les atteintes aux personnes, la mise en danger de la vie d'autrui par exemple, les atteintes à l'environnement, évidemment, la pollution des eaux, etc. Et s'agissant de la procédure civile aussi, beaucoup de fondements potentiellement utilisables pour caractériser une faute, notamment. On peut évidemment sonder sur les nombreuses non-conformités au regard de la réglementation des ICPE. On pourrait aller sur le terrain de la gestion des déchets, du devoir de vigilance. Enfin, encore une fois, les PFAS, c'est une tragédie évidemment pour toutes les communautés, les territoires impactés, mais juridiquement, c'est un sujet qui est extrêmement fertile puisqu'on peut l'aborder de beaucoup de façons différentes et toutes les pistes n'ont pas encore été explorées. Est-ce que vous pourriez nous préciser comment est perçu le contentieux des PFAS par le juge tant administratif que civil ? Alors, on n'a pas encore beaucoup de recul pour répondre à cette question et dégager des tendances. S'agissant du juge administratif, il a statué que 3 fois, donc dans les 2 affaires Daikin et l'affaire Arkema, qui concernaient donc les projets de modification / extension de leurs ICPE. Donc voilà, donc c'est difficile d'en tirer des enseignements avec certitude. Ce qu'on en retire en tout cas, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est la difficulté posée par l'asymétrie d'information extrêmement forte entre les industriels et dans une certaine mesure l'administration, préfectorale en l'occurrence, d'une part, et d'autre part la société civile, enfin toutes les personnes impactées au sens large, collectivités comprises. Surtout dans des procédures de référé, donc à court délai comme c'était le cas dans ces affaires-là, il est difficile de réunir des preuves suffisantes. Et quand on a des preuves générales sur les PFAS pris en tant que famille, ou même sur certaines substances comme les BPAF, vous savez, c'est difficile de parvenir à un consensus scientifique sur la dangerosité de telle et telle substance, puis que ce soit retranscrit, notamment en droit européen, etc. Donc là, il y avait des soupçons. Alors, on va chercher des faisceaux d'indices en se basant sur des enquêtes journalistiques. Et là, il faut saluer quand même le travail effectué par certains et certaines journalistes comme Émilie Rousseau, que vous connaissez sans doute, qui a énormément travaillé sur le sujet et dont les investigations ont nourri en tant qu'avocat nos écritures aussi. C'est parce que c'est un vecteur de vulgarisation extrêmement important quand on fait face à un juge, alors qui certes, s'agissant du juge administratif, est habitué aux problématiques très techniques en matière d'ICPE, en matière de risque industriel, mais qui a besoin quand même d'être formé sur cette question bien spécifique des PFAS. On va chercher de la donnée scientifique, des études, des articles de vulgarisation, pour essayer de montrer qu'il y a un risque assez certain en l'espèce, mais on a bien vu que c'était difficile et que c'était encore plus difficile dans le cas d'Arkema, où, comme vous le savez peut-être, les substances dont il était question n'ont pas été révélées. On n'a pas eu connaissance de l'identité, de la nature des substances dont il était question, puisque, pour rappel, le projet d'Arkema, c'est là où c'était un peu plus subtil que pour Daikin, le projet d'Arkema vise finalement à acter
l'arrêt de l'utilisation de surfactants PFAS, tel que lui avait prescrit la préfecture. Et donc, Arkema arrivait en disant je remplace mon surfactant PFAS par des substituts non PFAS, dont je ne vous révèle pas l'identité. Mais puisque ce ne sont pas des PFAS, c'est nécessairement moins pire. Mais vous vous rendez bien compte qu'en face, en fait, on ne peut pas se satisfaire de ce raisonnement. Cette logique, elle est biaisée, elle est simpliste, sachant en plus que ces substituts non PFAS sont toujours utilisés pour produire, ça se complique un peu, mais c'est propre au sujet, sont toujours utilisés pour produire un polymère PFAS. Donc l'objectif, le produit fini, c'est bien un PFAS, mais les ingrédients changent. Or, on a d'autres exemples, des enquêtes journalistiques qui montrent bien, du côté de Solvay, notamment aux États-Unis, que même quand on arrête d'utiliser des surfactants PFAS, même quand on utilise des alternatives non PFAS, on peut quand même, de façon incidente dans le cas du processus de production, produire involontairement des résidus, des coproduits, qui sont des nouveaux types de PFAS, dits de troisième génération, en fait, qu'on ne connaît pas ou peu. Donc on essaie de montrer qu'il y avait un risque quand même qui n'était pas négligeable. Malheureusement, on n'a pas réussi à emporter la conviction du juge, faute de preuves suffisantes sur ce cas précis, mais vous vous rendez bien compte de l'impossibilité dans laquelle on était piégé, puisque nous, on a réclamé une étude d'impact pour évaluer les risques, et on nous demande en retour de prouver que les risques existent. Mais du coup, c'est circulaire, et en plus de ça, en un mois, avant l'audiencement de l'affaire, on n'avait pas le temps de diligenter des expertises ou autres. Donc l'accès à la preuve, à la donnée scientifique, c'est assez majeur, et je rejoins en ce sens ce que disait Gwenola un peu plus tôt sur l'utilité d'avoir, non seulement au niveau national, global, des études épidémiologiques et autres des données scientifiques, mais aussi au niveau local des instances comme le fonds à leur échelle des instituts éco-citoyens pour récolter de la donnée vraiment spécifique sur les écosystèmes, les environnements qui nous intéressent, parce que c'est ça qui peut s'avérer déterminant face au juge administratif. Le juge judiciaire, je ne me prononce pas, parce qu'à part le JLD, on n'a pas vraiment encore de décision pour dégager des enseignements. Merci beaucoup. Monsieur Athanase, comment intégrez-vous la problématique émergente des PFAS atmosphériques dans vos politiques actuelles à la métropole ? Alors, de plein de façons. Déjà parce qu'on se doit de protéger notre population. Ça a été vraiment la première chose qui nous a inquiétés. Parce que quand on a commencé à regarder, effectivement, on disait tout et son contraire. C'est cancérigène, ça ne l'est pas. Il existe 1000 perfluorés, non, il y en existe 4000, non, il y en existe 10 000, non, il y en existe 14 000. Alors en fait, oui, c'est certainement 14 15 000. Tous, heureusement, ne sont pas produits à l'échelle industrielle. Ça reste des réalisations plutôt de paillasses, mais qui peuvent servir un jour. Donc on était complètement noyés sous ça. On est quand même un acteur économique. On discute avec nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, et on discute avec les gros industriels de la vallée de la chimie, bien entendu, pour qu'ils polluent moins, pour qu'ils puissent trouver du personnel, pour qu'ils décarbonent. Là-dessus, il y avait une grosse action avec des bons élèves, des moins bons élèves. Et quand est arrivé le scandale des PFAS, que c'est vraiment un scandale, évidemment, on s'est tourné vers eux pour discuter avec eux, ce qui est la moindre des choses, et leur demander, puisqu'ils sont à l'origine de la pollution, comment on fait maintenant pour que, dans l'urgence, les gens boivent une eau de qualité. Et après, il y a tout le reste qu'on a découvert un petit peu au fur et à mesure. Et là, on s'est retrouvé face à on peut le dire là, oui, même s'il y a des représentants des lobbies, à des entreprises qui sont comportées comme des voyous et qui nous ont claqué la porte au nez en disant de toute façon, les PFAS sont partout. Si vous faites une prise de sang à un ours polaire au Groenland, il a des PFAS. Si vous faites la même chose à un papou de Nouvelle-Guinée, il a des PFAS également dans le corps. Donc la pollution, elle est là. Nous, effectivement, on a fabriqué, on a utilisé des PFAS, mais on n'est qu'un élément parmi d'autres, et donc notre responsabilité n'est absolument pas engagée. Ça, c'est juste inentendable. On s'est rapproché, mais enfin, au bout d'un moment, les gens savent qu'à la métropole, il se fait pas mal de choses, donc pas mal de collectivités françaises ou européennes se sont rapprochées de nous, et assez récemment, donc, on s'est rapproché, à la demande des Flandres, donc en Belgique, on s'est rapproché d'eux. Eux, ils ont un exemple qui est tout à fait similaire sur Anvers.
où il y a un hotspot de PFAS, comme le nôtre. Là-bas, c'est 3M qui a pollué de façon assez importante, et notamment les sols, et avec des chantiers très importants qui devaient se faire à Anvers. Bon, ils font une espèce de rocade, et la terre est polluée avec des taux qui sont très très élevés, et qui sont à peu près aussi élevés que les nôtres à Pierre-Bénite. Il y a eu évidemment une discussion, mobilisation citoyenne, etc. Toujours est-il qu'il y a eu un accord, sans passer par la justice, et 3M a déjà versé 571 millions d'euros à la collectivité pour pouvoir dépolluer. Parce que dépolluer, pour l'instant, on ne sait pas faire. On a cherché, nous, des pistes avec des chercheurs canadiens. Pour l'instant, on ne sait pas dépolluer. Donc la dépollution, Anvers, il décape 30 à 70 cm de terre qui vont laver. Donc ils récupèrent les sables, ils récupèrent les graviers qui sont réutilisés. Tous les limons qui sont plus fins, eux, par contre, vont être stockés, vont être éliminés. Donc ça représente une petite fortune. Nous, c'est certainement ce qu'il va falloir faire autour d'Oulin, Pierre-Bénite, Irigny, Saint-Gilles-Laval, Saint-Fond, Fézin, Lyon 7. Voilà, le périmètre, il est grand aussi. Mais sauf que nous, on est tombé sur des gens qui n'ont rien voulu savoir. Et qui, évidemment, avaient la science, puisque c'est eux qui faisaient, ils savaient, et pas nous. Donc nous, il a fallu qu'on se retourne un petit peu sur les sachants, et les sachants, ils n'étaient pas nombreux de ce côté-là. Évidemment, et voilà, c'est le côté médical qui nous importe. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux gens qui peuvent être malades? On avait interrogé l'ARS, qui se voulait plutôt rassurant au départ en nous disant on n'a pas plus de cas de type de cancer, de type de maladie sur ce périmètre. Mais on s'est aussi renseigné, parce qu'on travaille évidemment de façon régulière et étroite avec le Centre Léon Bérard, qui travaille sur les cancers, et avec les Hospices civils de Lyon, qui travaillent également sur les cancers et sur d'autres maladies. On a bien effectivement certaines maladies, certains cancers qui sont plus présents sur ces endroits-là que sur d'autres. Donc il faut absolument qu'on arrive, nous, à comprendre pourquoi on a des discours complètement différents. Donc on travaille avec le cancéropole, sur déjà qui nous arrive à nous faire une bibliographie, qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi ça l'est. Moi, je ne suis pas chimiste, j'ai été forestier, maintenant je fais de la politique et je suis encore loin de la chimie, mais on a besoin de comprendre ça. Et en même temps, on avait besoin aussi de travailler de façon beaucoup plus pointue sur l'environnement, et également, parce que c'était vraiment ce qui était demandé par les gens, sur la bioimprégnation. Les gens venaient tous aux réunions pensant qu'on allait leur faire une prise de sang et leur dire le taux de PFAS qu'ils avaient dans le sang, et surtout savoir ce qu'il fallait qu'ils fassent dans l'immédiat pour ne plus avoir de PFAS. Et bon, je peux vous dire qu'on s'est fait engueuler quand même copieusement, parce qu'on n'était pas là pour faire des prises de sang, et on ne sait pas comment, au jour d'aujourd'hui, on fait pour ne pas avoir de PFAS dans son alimentation. Parce qu'on parle de l'eau, mais c'est toute l'alimentation. Toujours est-il qu'on a voulu vraiment creuser, on a voulu travailler effectivement avec des scientifiques. De par mes responsabilités sur les risques industriels, je connaissais l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, on s'est rapproché d'eux, et c'est ce que disait Gwenola. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'ils ont des spécialités, chimie, biologie, épidémiologie, mais également, c'est les gens qui travaillent avec les populations, et donc ils ont tout ce côté aussi de sciences humaines et de travail avec les riverains, pas uniquement avec des associations. Donc ça nous paraissait pertinent. Et là, on a monté un programme un petit peu pour arriver à comprendre justement cette pollution dans l'environnement, comment elle se diffuse, comment on est capable de la mesurer, voilà tout ce qui est absolument nécessaire là-dessus. Et de l'autre côté, évidemment, cette bioimprégnation qui était demandée à juste titre. On a vraiment besoin de comprendre comment on fait. Il faut bien voir qu'on a deux types de pollution sur les PFAS à cause du même site industriel. On a celle qui a été révélée tout au début, c'est l'eau potable, donc au sud de la métropole. Donc c'est les gens qui boivent de l'eau qui est polluée, et donc eux, ils sont contaminés principalement par cette eau. Et on a les gens qui habitent à proximité du site industriel, et eux, ils sont contaminés parce que tous les jours, ils sont dans un air qui est contaminé, parce que les fruits et les légumes de leur jardin sont contaminés, parce que leurs enfants jouent sur la pelouse, jouent sur leurs bacs à sable qui sont contaminés, parce qu'ils vont faire du sport au stade du Brétillot, qui a un taux de PFAS absolument énorme, c'est colossal. Et il faut absolument
qu'on fasse la différence entre ces deux populations. Donc on va bien faire des prélèvements sanguins sur tout le périmètre autour de la plateforme industrielle, un peu large, hein, et l'autre avec les gens qui résident sur Solèze, Grigny et Givors. En tant que métropole, on ne peut pas aller au-delà de nos frontières. Donc on ne peut pas aller sur les communes de Saint-Symphorien, Dezon, etc. Donc c'est deux populations et une population témoin. Et puis finalement, à force de montrer qu'on était sérieux puis qu'on ne voulait rien lâcher, les établissements publics ont de plus en plus discuté avec nous. Et là, on travaille plutôt bien maintenant avec Santé publique France. Et c'est Santé publique France, hein, comme le disait Gwenola, qui se lance dans une nouvelle grosse enquête sanitaire et va faire des prélèvements sanguins. Donc, va nous mettre à disposition les résultats qu'ils ont. Donc, on aura une population témoin sur l'ensemble de la France. Et on avait des gens qui étaient très vexés, et à juste titre, hein, c'était les gens qui travaillaient chez Arkema ou chez Daikin ou qui en étaient retraités et qui étaient exclus. Parce que si on les considérait, évidemment, ça mettait des biais dans les modèles mathématiques, hein, des résultats qu'on allait avoir. Et voilà, ça créait un petit peu de tension. Et du coup, on a un autre dispositif où on va étudier spécifiquement les gens qui travaillent, qui ont des taux de contamination, bien évidemment, bien plus élevés que les riverains. Donc voilà, il y a tout ce travail qui doit se faire, qui est vraiment quelque chose d'important. Et on a également le volet juridique, hein, puisque est-ce que la logique veut que la dépollution de l'eau, ça soit les consommateurs de l'eau qui la payent, à savoir que ça va coûter quand même quelques dizaines de millions d'euros. Il faut installer des filtres à charbon, ce qui a été choisi. Ça ne va pas suffire. Il va falloir amener de l'eau pour pouvoir diluer l'eau pour que les seuils soient bons. Et ça veut dire quelques dizaines de millions d'euros. La métropole est prête à aider, effectivement, le syndicat Rhône-Sud, qui n'y arriverait jamais autrement. Mais tirer une canalisation depuis Vernaison jusqu'à Ternay, ça coûte 13 à 14 millions. Voilà, c'est des chiffres qui sont assez colossaux, avec des gens qui ne veulent pas payer. Désolée pour ce petit contretemps. J'espère que ça va aller. Monsieur Athanase, on va reprendre du coup. Monsieur Athanase, avez-vous des orientations nationales en la matière? Pour préciser, alors, attendez, elle va bien. Je voulais juste finir sur le volet juridique. Alors, s'il y a une autre personne qui s'évanouit, promis, je ne dis plus rien. Je ne voudrais pas que ce soit... Je vais utiliser le principe de précaution. Voilà, donc nous, on est allé en justice, hein, là. Alors, on a fait une autre... c'est quelque chose de complètement complémentaire. Il n'y a pas de rivalité entre ce que font les collectivités, entre ce que font les associations et nous. Hein, c'est vraiment des choses qui sont complémentaires. Mais nous, donc, on est allé au civil et on a demandé et obtenu la nomination de 3 experts pour savoir d'où venait cette pollution, si effectivement on avait un épicentre et si on avait des responsables. On en était quasi sûr, mais ça, c'est des choses qu'on fait un petit peu au doigt mouillé, ça ne suffit pas. Il faut effectivement aller beaucoup plus loin avec les scientifiques. Depuis, hein, à l'initiative d'un collectif de riverains du sud de la métropole, l'Université de Montréal a travaillé avec le professeur Sauvé, qui est vraiment une des sommités, hein, pour tout ce qui est comptage, hein, des perfluorés. Et sur presque 240 échantillons de sol qui ont été prélevés, on retrouve effectivement les PFAS qui sont fabriqués sur pierre-bénite. Il y a des signatures, hein, c'est des PFAS, il y en a beaucoup, ils ne sont pas tous fabriqués partout. Ils n'ont pas tous été utilisés partout, et ça fait qu'on arrive à retracer effectivement une convergence assez certaine autour de pierre-bénite. Et quand on y met la rose des vents, hein, puisqu'on a des vents dominants dans la vallée du Rhône sud-nord, on voit bien effectivement cette forme un petit peu ovoïde avec pierre-bénite en plein milieu. Mais ça, bon, il va falloir attendre la fin de l'année, certainement le début de l'année prochaine, pour que les rendus soient donnés. Et ça va certainement ouvrir, à moins que vraiment une lumière d'intelligence parmi les financiers de Daikin et Arkema jaillisse. Sinon, ce sera certainement à nouveau des contentieux pour arriver
à trouver des financements. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas attendre ces financements-là, il faut absolument qu'on puisse agir. Et agir sur des temps qui sont longs. Quand on a lancé l'étude, on avait annoncé que ce serait 5 ans, et ça va effectivement être 5 ans, ça ne sera pas moins que ça, ce qui était inadmissible pour les gens, effectivement, des gens qui boivent cette eau-là, pour des gens qui habitent à côté de ces usines-là, c'est inacceptable. Mais en moins de 5 ans, on ne pouvait rien faire de sérieux. Voilà, rappelez-moi votre question. C'était, est-ce que vous avez des orientations nationales en matière de PFAS? Alors, nous, en tant que métropole, non, parce que ça s'arrête aux frontières de la métropole, donc c'est les 58 communes et on ne peut pas aller au-delà. Et déjà, avec tout ce qu'on a monté sur ce plan PFAS, on est vraiment à la limite de nos capacités. Par contre, et c'est aussi pour ça qu'il est important de faire de la politique, d'être politisé, c'est des choses qu'on a fait évidemment avec nos parlementaires et notamment avec Nicolas Thierry qui a porté la proposition de loi qui a été votée la semaine dernière. Donc c'est tout ce travail de fond qui a été fait en sachant qu'on ne peut pas se battre après chaque usine en permanence pour arriver à obtenir ce qu'on fait à la métropole. On est une grosse collectivité et déjà pour une grosse collectivité, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Mais après, quand ça arrive dans le Gard, comme on l'a vu, quand ça arrive partout, comment font les collectivités? Après, il va de toute façon falloir s'occuper de toutes ces pollutions, des pollutions qui peuvent être très anciennes. Le développement vraiment industriel des PFAS, c'est le début des années 50, ça fait 70 ans qu'on salope un petit peu l'eau, le sol, etc. Donc il va falloir s'en occuper, mais surtout il faut arrêter d'en produire sans arrêt. Arrêter d'en produire, c'est pas évident d'appuyer sur le bouton stop et on ne fait plus de perfluorés. On sait que pour certains usages médicaux, batteries de voitures électriques, etc., pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Pour d'autres, est-ce que c'est important d'avoir des perfluorés dans son carton à pizza? Est-ce que c'est important d'avoir des perfluorés dans son maquillage, etc. On a des perfluorés partout. Chaque jour, vous touchez des dizaines de matériaux qui ont des perfluorés. Et donc, vraiment, la solution, c'était effectivement d'interdire ces usages-là. Enfin, c'est les perfluorés dans certains usages. Alors ça a été un petit peu folklorique, puisque effectivement, même si la loi qu'on a est quand même la loi la plus contraignante à ce jour au monde, mais avec des trous dans la raquette qui sont énormes. Tous les journalistes ont repris ça, les poils Tefal. On a eu droit à un lobbying énorme de Seb, le propriétaire, pour que, et puis comme par miracle, les perfluorés utilisés dans le téflon ne seraient pas mauvais pour la santé, on pourrait les utiliser, alors que les autres sont mauvais. Enfin, c'était vraiment grotesque. Toujours est-il que les derniers chiffres, ça continue à baisser pour les casseroles et les poêles anti-adhésives, et augmente pour l'inox. Donc les gens ont effectivement bien pris ça en tête. Mais ça veut dire que dès le 1er janvier prochain, les vêtements, on trouve des perfluorés dans la plupart des vêtements que vous achetez, les vêtements déperlants, les vêtements imperméables. Moi, je fais de la randonnée, les vestes en Gore-Tex, les chaussures, etc. Alors, on a des gens qui avaient déjà anticipé. Après, je ne vais pas faire de publicité, mais enfin, des gens comme North Face et Patagonia, c'est le même groupe. North Face et Timberland, c'est le même groupe. Patagonia aussi cherchait des choses et tout. Et puis d'autres sont aujourd'hui à la ramasse. Il y en a, ça va être difficile pour eux. Mais et j'espère vraiment que l'exemple français va être suivi par d'autres, et que dans quelques années, effectivement, tous ces produits qui sont faits avec des perfluorés seront tous remplacés, auront tous des équivalents. Pour l'instant, ce n'était pas possible de le faire tous, mais là-dessus, je peux vous dire, moi je vois, quand on a des réunions qui sont un petit peu importantes, systématiquement, le lobby de la chimie est présent dans nos réunions, nous, à la métropole. Ils sont encore plus présents, évidemment, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ils le sont encore plus à Bruxelles. Et ils ont les moyens que nous, on n'a pas. Mais ce qui était plutôt intéressant dans SEB, c'est que finalement, c'était tellement grotesque qu'ils ont été pris la main dans le pot de confiture, là. Et il faut absolument maintenant que les gens aussi se mobilisent. Il faut attendre effectivement des parlementaires, il faut attendre des collectivités,
mais c'est quand même avec notre carte bleue, avec notre porte-monnaie, qu'on a aussi un pouvoir, et de ne pas acheter ces produits-là, c'est vraiment la première action qu'il faut faire, et on peut tous la faire individuellement. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur Desfontaines, au regard de l'absence de méthodes standardisées, comme vous avez pu le préciser, pouvez-vous nous préciser quels sont les outils scientifiques permettant de mesurer les PFAS atmosphériques ? Oui. Alors peut-être je vais aussi revenir un peu sur le contexte de pourquoi on s'est lancé dans le développement de ces travaux-là. Et pour ça, peut-être vous expliquer un petit peu le rôle des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air comme nous, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont des associations à l'échelon régional pour réaliser la surveillance de la qualité de l'air. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas que la surveillance, on a aussi d'autres missions, mais dans le cadre de la surveillance, pour surveiller, on a besoin de valeurs en fait. Pour ensuite être capable de donner une information relative à la surveillance. Donc il y a des polluants qui sont réglementés pour lesquels on dispose de valeurs. Donc il y a des valeurs annuelles, il y a des valeurs journalières, il y a des valeurs horaires. Et donc nous, avec nos stations de surveillance de la qualité de l'air, on est en capacité de dire là on va dépasser telle ou telle valeur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les perfluorés, sur les PFAS, il n'y a pas de surveillance obligatoire. En fait, il n'y a pas de surveillance tout court. Il n'y a pas de surveillance aussi parce qu'on est en incapacité de déterminer des valeurs, que ce soit journalières, horaires ou annuelles. Le fond de l'histoire, c'est que derrière aussi, on manque de repères au niveau de l'impact sur la santé pour ces composés-là. Donc nous, étant donné le contexte et étant donné aussi qu'on a des missions, dans nos missions, on a un volet innovation. On a été amené à se saisir du sujet, à s'auto-saisir du sujet, donc fin 2022, au regard du contexte local, bien évidemment, et aussi parce qu'on a eu cette opportunité de pouvoir mobiliser des fonds de l'astreinte, puisque sur le territoire lyonnais, il y avait des dépassements réglementaires d'un polluant qui n'est pas un PFAS, c'est le dioxyde d'azote, qui fait que Atmo était bénéficiaire d'astreinte puisque l'État est condamné pour non-respect des valeurs en dioxyde d'azote dans certaines agglomérations de France et notamment à Lyon. Et c'est donc ces fonds-là qu'on a pu allouer à ces développements méthodologiques pour se saisir du sujet, puisque c'était évidemment, suite au scandale initié par le reportage, une forte préoccupation locale, et on a souhaité pouvoir apporter des premiers éléments de réponse. Et grâce à cette astreinte, et aussi grâce au soutien, il faut le dire, de la métropole de Lyon et aussi de la région financièrement, on a pu démarrer des travaux dès 2023, des travaux qui visaient à développer donc une méthodologie de prélèvement en air ambiant pour trouver des quantités de PFAS dans l'air. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il existe déjà, il n'y a pas de standard de méthodologie de prélèvement en air ambiant. Par contre, il y a un standard de méthodologie de prélèvement à l'émission, à la cheminée par exemple. Nous, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, on fait de la surveillance en air ambiant, donc en environnement extérieur, et pas directement à la cheminée. Et ça, c'est important que vous compreniez ça, puisque c'est pas les mêmes, c'est pas la même métrologie, c'est pas les mêmes moyens métrologiques. Donc il y a une norme qui existe, c'est l'OTM 45, qui permet donc de mesurer les PFAS au niveau des rejets industriels, donc à la cheminée, mais il n'y a pas de norme pour prélever les niveaux en air ambiant. Et les niveaux en air ambiant sont nécessairement beaucoup plus faibles que directement à la cheminée. Puisque, on l'a déjà dit, il y a des rejets de PFAS au niveau des industries, que ce soit dans l'eau ou dans l'air. Donc pour développer cette méthodologie, nous, on est venu réaliser des prélèvements actifs. Et ça, c'est la différence avec ce qui avait déjà été fait depuis 2022 et notamment par l'Adréal, qui étaient les prélèvements passifs. Et ça, il faut vraiment avoir en tête ces deux choses différentes. Donc il existait déjà des données sur l'air qu'Atmo n'avait pas produites, c'était des prélèvements passifs. Donc en fait, c'est un prélèvement qui est fait de façon passive, c'est-à-dire que c'est juste l'écoulement naturel qui va alimenter le préleveur. Et ensuite, on va pouvoir déterminer donc une quantité sur la zone de prélèvement et du coup distinguer différentes zones en termes de quantité, mais on ne pourra pas remonter à une quantité respirée. Le prélèvement actif, c'est ça que nous on apporte, permet donc derrière de déterminer des concentrations de PFAS dans l'air.
Donc voilà, c'est tous ces travaux-là qu'on a menés depuis 2023. Donc c'est des prélèvements qui sont ponctuels, c'est pas du continu. On n'est pas en capacité actuellement d'avoir une valeur en continu. Donc ça a toutes ses limites aussi parce que on va avoir un prélèvement qui va être dans un temps donné. Donc en l'occurrence, nous on a une méthodologie de prélèvement qui est sur 96 heures, mais ça donne quand même déjà une borne d'information. Je ne sais pas si je vais tout de suite sur le champ des résultats. Si, je peux y aller. Donc voilà, on a fait ces développements méthodologiques. Étant donné le contexte, et même s'il reste encore des choses à consolider sur les développements méthodologiques, c'était important pour nous de pouvoir communiquer et de donner les premières valeurs qu'on a pu obtenir. Donc à savoir que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure une somme de PFAS. Donc il y a plusieurs composés qui sont analysés, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des milliers de composés PFAS. Nous, on a d'abord commencé par en analyser 22, puis 36. Donc, ce sont les PFAS qui sont déjà analysés sur les prélèvements d'eau ou sur les mesures à l'émission, donc en sortie de cheminée. Donc, voilà. Et ensuite, on fait la somme de ces PFAS en quantité. Et pour faire ces développements méthodologiques, on a investigué un site urbain sans influence directe d'activité émettrice de PFAS et d'activité industrielle de PFAS, donc en l'occurrence au cœur de Lyon, sur notre station qui est située d'ailleurs au niveau de l'hôtel de métropole de Lyon, et un autre prélèvement qui a été fait sous influence industrielle, donc directement au sud de Daikin et d'Arkema, qui sont donc producteurs de polymères fluorés dans lesquels il y a des process qui impliquent des PFAS. Donc c'est une station qui est au niveau de Pierre-Bénite. Et donc sur la station à Lyon-Centre, on a mesuré des concentrations de l'ordre de la dizaine de picogrammes par mètre cube. Je ne vais pas me tromper, picogrammes par mètre cube. De la dizaine de picogrammes par mètre cube pour 38 PFAS. Donc ça, le picogramme par mètre cube, il faut avoir en tête que c'est 1 million de fois moins que ce que nous, on a l'habitude de mesurer dans le cadre de la surveillance réglementaire des polluants qu'on va surveiller de façon réglementaire, le dioxyde d'azote, les particules fines, le soufre ou l'ozone. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi c'est pas si facile que ça de mesurer et de détecter ces composés-là. Donc voilà, de la dizaine de picogrammes par mètre cube au niveau du centre-ville, et de l'ordre de la centaine de picogrammes par mètre cube sous un site sous influence industrielle. Donc voilà, un rapport 10 environ. Donc la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que voilà, on retrouve des PFAS dans l'air. Bon, ça, on le savait déjà, mais qu'en termes de quantité, il y en a de l'ordre de 10 fois plus sous influence industrielle. Ce qu'on a pu aussi confirmer, c'est la signature chimique des PFAS retrouvés, parce que, comme je disais, on est venu mesurer de 22 jusqu'à 36 PFAS. En termes de signature, on est venu confirmer les prélèvements qui avaient été déjà faits par l'Adrial, qui ne permettaient pas de donner ces quantités que je vous ai indiquées, 10 picogrammes, 100 picogrammes par mètre cube. Mais on est venu confirmer ce qui avait été déjà fait en termes de prélèvements par l'Adrial, à savoir que majoritairement, sur ces PFAS, on retrouvait essentiellement le PFH-XA et 6,2-FTS, donc qui sont deux des PFAS utilisés par Daikin et Arkema. Donc c'était cohérent avec ce que l'Adrial avait déjà identifié avec ses prélèvements passifs. La seule différence, c'est que nous, on apporte cette valeur donc quantitative en picogrammes par mètre cube. Voilà, et donc aussi, on a détecté des traces, et ça c'est quand même important, des traces de PFOA et de PFOS, qui sont donc des composés de PFAS qui sont interdits donc, depuis 2009 et 2020, qui sont cancérogènes. Et on en a retrouvé donc des traces dans nos différents prélèvements, que ce soit à Pierre-Bénite ou à Lyon. Enfin, néanmoins, la masse, en masse, c'est 92% de ce qu'on a retrouvé, c'est PFH-XA et 6,2-FTS. Donc voilà les résultats qu'on a pu obtenir et qu'on a souhaité communiquer. Même si on va poursuivre les développements méthodologiques, on a besoin d'asseoir la méthodologie, notamment sur la représentativité annuelle, c'est-à-dire l'impact de la météorologie sur les mesures, puisqu'on sait que, et ça c'est valable sur
toute la surveillance des polluants qu'on fait habituellement, les phénomènes météorologiques ont un impact très fort sur les niveaux de polluants dans l'air. Voilà, par exemple, la pluie va lessiver l'air et rabattre les polluants au sol, donc faire baisser les niveaux de polluants dans l'air. On a l'impact aussi des vents qui vont disperser les polluants. Donc on a besoin d'avoir encore plus de travaux. Donc on va poursuivre ces travaux-là sur 2025 pour consolider les résultats. Mais voilà, on a quand même déjà des informations qui sont inédites en termes de concentration en picogrammes par mètre cube au niveau de Lyon. Merci. Pour poursuivre avec ce Je que vous voudrais venez... juste peut-être ajouter quelque chose. Alors déjà pour remercier et féliciter Atmo de s'être saisi si rapidement de cette problématique, puis d'être arrivé aussi rapidement que ça, parce que beaucoup n'y croyaient pas. C'est que vous pourriez arriver en si peu de temps à une méthodologie comme ça, même si elle est perfectible, bien évidemment. Mais c'est quand même complètement fou qu'il faille attendre 2025 pour faire les premières mesures de PFAS dans l'air ambiant sur des produits qui nous pourrissent la vie depuis 70 ans. Et c'est pas... Alors on dit toujours en France on n'est pas bon, mais il n'y a pas mieux à l'étranger, on ne sait pas faire non plus. Donc voilà, bravo. Du coup, quelles seraient les conséquences engendrées par l'insertion des PFAS atmosphériques dans les indicateurs de qualité de l'air, notamment d'un point de vue juridique, politique ou scientifique ? Alors d'un point de vue juridique, je ne sais pas, je suis peut-être pas le plus armé pour répondre, mais en termes de conséquences, nous pour la surveillance de la qualité de l'air, ça va être un besoin accru de financement parce que ce sont des composés qui coûtent actuellement très cher à analyser. Ça je ne l'ai pas précisé, mais pour développer la méthodologie, il a fallu aussi trouver des laboratoires en capacité d'analyser le prélèvement, puisque en fait on fait des prélèvements et ensuite ils sont analysés. Et ce sont des coûts très importants, donc en termes de conséquences pour la surveillance de la qualité de l'air. Et nous, les ASCA, qui fonctionnons au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un budget de 10 millions d'euros, avec 100 personnes qui travaillent dans la structure, voilà, ce n'est pas non plus des moyens pléthoriques. Donc clairement, il y a cet enjeu financier qui rentre en compte si on doit surveiller les PFAS en air ambiant. Après, pour le faire concrètement, il va falloir aussi disposer de valeurs repères, de valeurs toxicologiques de référence, de seuil, pour être en capacité de réaliser cette surveillance. Mais en fait, un préalable, c'est d'avoir peut-être aussi déjà des mesures et donc une méthodologie pour déterminer ces valeurs repères toxicologiques. Je prends la suite pour compléter, mais ça va faire écho à ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire un peu plus tôt. L'intégration des PFAS dans les indicateurs de qualité de l'air, c'est le préalable, comme je le disais tout à l'heure, aux effets utiles qu'on peut attendre de tous les dispositifs juridiques qui existent pour justement garantir, dans la mesure du possible, un air à peu près sain. Ça va passer notamment par la planification. Ça va passer aussi dans le cadre des projets, comme le montre un petit peu l'exemple de Daikin et d'Arkeba, mais par l'intégration aussi de ces indicateurs potentiellement aux études d'impact des projets. Il faut savoir que dans son rapport, l'IGEDD, donc l'Inspection générale de l'environnement, dans son rapport sur les PFAS, note que, à sa connaissance, qu'on suppose assez exhaustive, aucune étude d'impact actuellement enregistrée ne mentionne les PFAS. Donc on espère que ça va finir par percoler et intégrer ces études d'impact, l'évaluation environnementale d'ailleurs au sens plus large du terme, parce que ça pourrait aussi intégrer l'évaluation des plans et programmes. Et ensuite, ça sera mis en œuvre. Et dans le cas où une carence pourrait être constatée, comme ça a été le cas dans le contentieux des Amis de la Terre notamment, on pourra aller sur le terrain de la responsabilité pour contraindre l'État à respecter ces objectifs une fois qu'on aura, comme ça a bien été rappelé, des objectifs chiffrés et quantifiés. Alors après, on va avoir droit aussi à des choses de plus en plus complexes. On vient de découvrir les TFA. Les TFA, soit qui se font, j'allais dire naturellement, c'est quand les perfluorés se dégradent, les chaînes se fractionnent. Donc c'est des perfluorés pareils, mais plus petits, c'est des chaînes courtes. Et les industriels travaillent maintenant sur des TFA, fabriquent des TFA parce que c'est des chaînes courtes, en nous disant mais c'est vachement moins dangereux que les perfluorés. Donc ça, ils ont pu jouer pendant 10 ans avec les perfluorés, donc ils vont essayer de jouer avec les TFA.
Mais ça veut dire que techniquement, ce n'est pas du tout la même chose à suivre. On a déjà du mal aujourd'hui à trouver des laboratoires pour faire des mesures. On a des laboratoires qui font très bien l'eau. Ça y est, maintenant, l'eau, ça se généralise et tout. Quand on veut analyser des poissons, il faut trouver d'autres laboratoires. Quand on veut analyser des légumes, c'est encore d'autres. Pareil pour de la viande. C'est vraiment très, très compliqué. Et parce que j'ai rencontré à 2 occasions le professeur Sauvé, qui est vraiment la pointure au niveau des mesures de perfluorés. Pour lui, ce n'est pas impossible, mais sauf qu'il faut faire 2 analyses complètement différentes avec du matériel différent. Ça veut dire que ça va encore complexifier plus les suivis environnementaux. Donc, d'où vraiment l'importance d'avoir légiféré, déjà dans un premier temps, même si la loi n'est pas parfaite, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais d'avoir légiféré, et il faut absolument qu'on puisse continuer à légiférer de la même façon. Les Américains, sans arrêt, surtout au début, on nous citait, regardez les États-Unis, le film Darkwater, voilà, mais eux, ils ont été, voilà, c'est pas parce que c'est Trump, c'est un beau pays, les États-Unis, ils ne méritent pas ce qui leur arrive. Mais ils ont été quand même particulièrement hypocrites, parce qu'ils ont arrêté la fabrication dans les États-Unis, et puis ils l'ont envoyé en Europe. Nous, on peut faire la même chose, on l'interdit en Europe, et puis on l'envoie en Asie ou en Afrique. En principe, c'est l'Asie d'abord, puis l'Afrique, après les derniers, les pauvres. Non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut agir. C'est bien sur l'interdiction des perfluorés qu'il faut agir, et je l'espère des TFA dans un temps qui sera court. Mais au jour d'aujourd'hui, les normes américaines d'eau, on n'y arrivera jamais en France. Avec la qualité des eaux qu'on a maintenant, jamais on pourra avoir les normes qui sont appliquées aux États-Unis. Eux, ils se sont vraiment protégés là-dessus, mais à côté de ça, c'est eux qui ont inventé le Gore-Tex, qui ont inventé le Téflon, etc. Juste une réaction, mais ça va faire la transition avec la dernière question. Ce dont il faut se rendre compte, et on aurait peut-être dû commencer par là, et c'est pourquoi la conférence d'aujourd'hui est si importante, c'est que les rejets de PFAS dans l'atmosphère, en fait, pour l'instant, c'est encore peut-être le dernier angle mort de cette problématique. Si on regarde le plan ministériel sur les PFAS, si on regarde la loi PFAS sur laquelle on va venir ensuite, en fait, les questions de qualité de l'air, finalement, sont absentes, ou presque, puisque le plan ministériel, si vous regardez, ne l'évoque que pour dire qu'on manque effectivement d'indicateurs, de méthodologie, etc. Et aux États-Unis, alors même qu'ils ont plus de recul sur la question, puisque le scandale a éclaté au début des années 2000, et bien en fait, là encore, on observe une carence sur le volet atmosphérique. Et en fait, les initiatives en la matière sont assez récentes. Vous avez quelques États fédérés qui ont mis en place des limites à leur échelle, et d'autres, notamment 3, qui ont demandé à l'EPA, donc l'Agence de protection de l'environnement, d'adopter des normes concernant ces rejets atmosphériques pour s'appliquer au niveau fédéral. Donc on voit qu'il y a un retard sur ce volet-là, et pourquoi c'est problématique, mais ça ressort de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est qu'en fait on ne peut pas aborder les différents milieux, les différentes matrices de pollution en silo. Et l'exemple du TFA est intéressant à cet égard. Faire cesser les rejets dans l'eau, en fait, ne résoudra pas le problème de la potabilité de l'eau potentiellement, puisqu'en fait, les rejets atmosphériques, comme vous vous en doutez, finissent par retomber et contaminer les sols, les produits des potagers, etc., les œufs et l'eau. Et le TFA est un bon exemple, dans la mesure où il est notamment issu de la dégradation, comme le disait Pierre Athanase, des gaz fluorés, notamment des gaz HFC, qui sont des gaz réfrigérants, que produit Arkema notamment. Donc on peut pas, c'est très bien, comme on est en train de le faire, d'encadrer de façon assez stricte les rejets aqueux, puisqu'on se concentre beaucoup sur les eaux jusqu'à présent, et la loi PFAS le montre bien. On va avoir un contrôle accru, une cartographie, une nouvelle redevance au bénéfice des agences de l'eau, en fonction du nombre de PFAS que vous rejetterez dans les eaux, c'est très bien. Et si on continue parallèlement à en émettre massivement dans l'atmosphère, en fait, ça va complètement nuire aux efforts qui sont mis en œuvre sur le plan de l'eau, voire des sols. Et plus généralement, je rappelle aussi un fait qui paraît assez évident, mais ça va mieux en le disant, c'est que avant, c'est très bien de commencer à envisager, et il y a des études, le PRG met dessus, toutes les techniques de dépollution, toute la question de la réparation des préjudices, etc. Mais le préalable, la première action qui s'impose, très logiquement, avant de vider la baignoire, c'est de couper le robinet.
de même qu'en matière climatique, par exemple. Et c'est pourquoi, en fait, il faut prioriser effectivement la prévention de ces pollutions à la source, et ça va passer par tout ce qu'on a exposé, à savoir une interdiction, au mieux une interdiction universelle de ces substances, non seulement de les produire, mais aussi de les importer, puisque, comme le soulignait très justement M. Athanase, il y a un enjeu là quand même de justice sur la scène internationale, à délocaliser ces productions. Et de fait, on voit qu'aujourd'hui, la Chine, notamment, a largement pris le relais en termes de production de ces substances, ce qui pose beaucoup de questions. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, avant de passer aux questions, j'aimerais vous poser une question ouverte. Comme vous le savez, un débat parlementaire s'est tenu le 20 février dernier concernant la proposition de loi visant à encadrer l'utilisation des PFAS. Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de la loi qui vient d'être adoptée? Est-elle satisfaisante ou non? Je vais y aller, c'est mon groupe politique. Oui, alors c'est une proposition de loi avec tout ce que ça veut dire. Vous savez, il y a des projets de loi, ils sont portés par le gouvernement, et les propositions de loi, c'est porté par les groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais ce n'est pas du tout le même planning, ce n'est pas la même façon de le présenter. Et c'est un petit peu la course. Toujours est-il qu'on a beaucoup travaillé quand même sur cette proposition de loi. Effectivement, on y parle très peu de PFAS atmosphériques, et pour cause, on ne savait pas les mesurer. On n'a pas de normes. Donc, évidemment, on ne peut pas mettre des choses dans la loi qu'on ne peut pas appliquer. Mais toujours est-il qu'on avait une proposition de loi qui était vraiment intéressante. À l'Assemblée nationale, ça ne s'était pas trop mal passé en première lecture. Et puis, arrivé au Sénat, évidemment, on a la droite. Quand je dis la droite, je mets évidemment le parti du président de la République dedans, qui a pas mal travaillé, qui a supprimé beaucoup de choses. Les ustensiles de cuisine, bien sûr, on en a parlé, qui a décalé dans le temps. C'est vrai que je vous ai parlé des vêtements. À partir du 1er janvier, plus de PFAS sur nos vêtements. Mais par contre, si vous achetez du tissu d'ameublement, des rideaux, des nappes, des choses comme ça, il y aura jusqu'à 2030, il y aura toujours des PFAS dessus. Voilà, il y a eu des choses comme ça. Toujours est-il, quand c'est revenu la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le choix qui a été fait par le gouvernement, c'était qu'il n'y ait pas de débat à l'Assemblée nationale, mais un débat uniquement en commission. Donc il y a eu cette discussion en commission, et il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour récupérer le coup, parce que si on essayait de réinscrire effectivement les ustensiles de cuisine, si on refaisait tout ça, la loi ne serait pas passée. Et si on ratait la niche parlementaire là, il aurait fallu attendre des années pour avoir une autre loi qui fasse. Donc malgré tous ces défauts, donc j'entends bien les PFAS atmosphériques, et pour cause, on ne sait pas faire à l'heure actuelle. Atmo n'a pas travaillé assez vite, je retire mes compliments de tout à l'heure. Et avec ce qui a été amputé, malgré tout, ça reste une loi qui a fait parler d'elle, qui a du coup vraiment monté un clivage avec un parti politique, puisque vous avez vu que le Rassemblement national a voté contre. Il y a eu quelques défections dans d'autres groupes politiques, mais on a un vrai clivage avec ce parti politique-là. Un de plus. Je rebondis, mais je rejoins totalement, même si j'ai pointé les limites, parce que c'est pour mettre en perspective le sujet, mais je considère évidemment que c'est une très belle victoire politique, qu'effectivement on avait plutôt intérêt à sécuriser l'acquis de la loi, et non pas, et c'était d'ailleurs la consigne qu'avait diffusée Nicolas Thierry, et non pas à produire des amendements visant à rehausser son niveau d'ambition au risque que ça reparte au Sénat, que ça retarde tout le calendrier, voire que ce ne soit jamais accepté. Donc moi, je rejoins totalement cette vision-là. On peut se féliciter d'avoir une loi qui, effectivement, demeure assez ambitieuse. Bon, s'agissant du lobbying, parce que c'est acté et documenté, du groupe SEB, quant aux ustensiles de cuisine, ça, encore une fois, il y a des preuves très objectives. Je vous renvoie notamment au Forever Lobbying Project, qui est ce nouveau projet d'un consortium de journalistes qui a mis à disposition donc une base de données de documents relatifs au lobbying de toute l'industrie des PFAS, et on retrouve notamment les documents envoyés, des échanges de mails notamment, etc., envoyés par SEB pour faire échec, donc en tout cas se préserver leurs intérêts en excluant les ustensiles de cuisine de la loi. Donc c'est regrettable, mais il y a d'autres façons de les rattraper, et ça va faire écho à ce que je vous disais en termes de prolifération de pistes juridiques, puisque
Comme vous l'avez sans doute vu, outre la casserolade qu'ils ont organisée devant l'Assemblée nationale, il y a eu toute une campagne de communication également, avec l'étiquetage de leurs poêles et puis même de l'affichage publicitaire pour rassurer le consommateur. Et là-dessus, je vous rappelle quand même qu'on a un cadre juridique qui nous permet d'attaquer les pratiques commerciales trompeuses, dès lors que vous pouvez prouver qu'elles sont trompeuses, c'est évidemment la condition, qu'elles soient mensongères à proprement parler ou qu'elles induisent en erreur le consommateur. Et effectivement, quand on joue un petit peu sur les mots en disant que le téflon, donc le PTFE, bon, c'est un matériau inerte, donc il est sans risque. Oui, mais alors de quoi on parle exactement? On parle de la phase d'utilisation, quid de la phase de production en amont, quid de la phase ensuite de fin de vie. Ensuite, quand ça deviendra un déchet qui ne sera pas nécessairement pris en charge correctement pour prévenir ensuite la dégradation des molécules. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à étudier de ce côté-là. Je vais peut-être donner un petit éclairage côté Atmo, puisque nous, on travaille donc avec les autres ASCA au sein de la Fédération Atmo France pour parfois porter des propositions auprès des parlementaires. Et à l'époque de la première version, on avait proposé que des amendements puissent intégrer éventuellement de la surveillance de ces composés-là en air ambiant. Donc voilà, ça n'a pas été retenu, mais juste pour illustrer le fait que Atmo est aussi mobilisé à travers sa fédération Atmo France sur les sujets législatifs. Merci à tous pour ces échanges plus qu'éclairants. La parole est désormais à vous pour toute question supplémentaire. Bonsoir et merci beaucoup. C'est très éclairant. Alors, pour une citoyenne lambda comme moi, qui est née, qui a grandi et qui a vécu entre Cérezin-du-Rhône et le 7e arrondissement, en passant par Brignais ou Lin, j'ai été... Alors, c'est la catastrophe. J'ai été exposée. J'ai exposé mes enfants sans le savoir. J'ai fait grandir des enfants et nous avons été concernés avec mon mari pour nos enfants ou nous-mêmes, par des problèmes de santé que vous avez répertoriés. Alors j'ai entendu... alors nous sommes conscients, nous faisons des efforts. J'ai changé toutes mes poêles pour de l'inox, mais il faut avoir les moyens, premièrement. On consomme local et si possible de saison en allant au marché, mais on nous dit à côté, non, il ne faut pas consommer, ça ne va pas. Donc... Qu'est-ce qu'on peut faire à la fois pour s'engager? Alors j'ai entendu parler des instituts éco-citoyens, de procédures au civil, peut-être d'être cobaye pour qu'on mesure chez nous je ne sais quel taux de je ne sais pas quoi. Moi je veux bien tout faire. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer aux citoyens de simple, de direct, pour qu'on se sente concerné, qu'on puisse agir? Parce que moi ce que j'entends, je me dis, mais enfin bon, où est-ce qu'il faut aller habiter? Comment il faut faire? Et quel collectif il faut rejoindre pour essayer de faire grandir ces idées-là, mais avec de la simplicité, pour qu'on puisse se sentir impliqué. Alors, je ne vous dirai pas quel collectif ou association il faut rejoindre, mais rejoignez un collectif ou une association. Ça, bien évidemment. Ça, c'est vraiment le fondement même. Vous êtes sûr d'avoir des choses qui vont être effectivement très, très indépendantes. Voilà, ça, il faut y aller. Après, sur le reste, malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses au jour d'aujourd'hui. Nous, dans l'urgence, c'est vraiment donner une eau qui soit acceptable aux populations qui sont au sud de la métropole de Lyon. Ça, c'est vraiment l'urgence. Donc, les travaux ont commencé pour la pose des filtres. Ce ne sera certainement pas suffisant. Donc, il va falloir certainement faire cette fameuse canalisation. Donc, des frais qui sont absolument énormes. Et sur le reste, on n'en est qu'au début. Donc, je vous ai parlé un petit peu de toutes ces actions qu'on fait. Après, il n'y a pas uniquement Arkema et Daikin qui ont pollué. Chaque fois qu'il y a eu des incendies, les pompiers ont mis des mousses dans lesquelles il y avait des perfluorés et qu'on retrouve par endroits de façon assez importante. C'est vrai pour le port Edouard-Herriot, c'est vrai pour d'autres sites industriels, c'est vrai pour tous les sites d'entraînement des pompiers où toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ne sais pas, ils allaient s'entraîner à éteindre des feux de véhicules, etc. Donc on a pas mal de sites comme ça qui sont concernés, qu'il va falloir prendre en compte également. Donc il va falloir qu'on gère effectivement les hotspots avec
tout ce qu'on a dit là, il va falloir qu'on prenne également en considération le reste. Donc la métropole, enfin un service de la métropole a travaillé là-dessus et nous a rendu donc son rapport la fin de l'année dernière et tout. Donc on a énormément de sites, puisqu'on est dans une région vraiment industrielle et avec vraiment une industrie de la chimie qui est très, très implantée. Évidemment, des grandes surfaces où il y a eu soit de la fabrication, soit de l'usage, soit des feux qui ont fait qu'on ait possiblement des perfluorés. Ça, c'est du théorique, mais ce théorique-là, il est vraiment impressionnant. Et après, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire des travaux quelque part, c'est déjà fait, quand on doit construire un collège, une crèche, enfin, que sais-je encore. Évidemment, il y a des analyses de sol. Jusqu'à maintenant, on ne cherchait pas les perfluorés, on cherchait d'autres choses. Donc ça veut dire qu'il va falloir les inscrire en plus. Donc tout ça, ça fait des choses qui vont être de plus en plus larges et qui vont induire des frais qui vont être de plus en plus importants. Parce que construire une école dans un endroit où il y a des sols pollués, ça veut dire qu'il faut purger les sols pollués, il faut mettre... Et là, par contre, on ne pourra pas toujours se retourner sur Arkema et Daikin. Je leur en veux énormément, mais on n'arrivera pas à leur faire payer la pollution à Mézieux ou à Saint-Romain au Mont-d'Or. Oui, une question pour vous, enfin pour tout le monde, mais je pense que ça s'adresse plus à vous, Monsieur Clerc. Bon, on a entendu du coup qu'il y avait une réponse politique qui était déjà une victoire, mais peut-être un peu légère. Est-ce que l'outil juridique permet ou permettra à terme de faire véritablement appliquer un principe de précaution qui semble être en fait du bon sens dans ce genre de situation? Je ne sais pas, vous parlez de recours collectif, peut-être des jurisprudences ou des choses comme ça. Alors, il faut bien distinguer le principe de précaution et le principe pollueur-payeur qui est aussi souvent mobilisé, à raison. Et parce que selon les procédures qu'on engage, on sollicite l'un ou l'autre. Dans les deux cas, ce sont des principes cardinaux du droit de l'environnement qu'on a malheureusement un peu de mal à faire appliquer et qu'on ne peut pas mobiliser, enfin, qu'on peut mobiliser en tant que tel dans le cadre de contentieux, mais ce ne sont pas des fondements juridiques suffisants pour attaquer un industriel. Voilà, il faut passer par la médiation d'autres normes, d'autres obligations. Nonobstant, que ce soit le principe pollueur-payeur, enfin, ce principe-là, il sous-tend en fait les démarches réparatives, les procédures curatives que j'ai évoquées, que ce soit au pénal, au civil, quand on va chercher la responsabilité d'un acteur économique ou peut-être à l'avenir d'un acteur politique, c'est bien dans cette perspective qu'on s'inscrit. Concernant le principe de précaution, malheureusement, à la lumière de la décision Arkema, moi je suis parfois un peu inquiet. Parce que pour rappel, pour les non-juristes, le principe de prévention, on va distinguer, le principe de prévention c'est simple. Vous avez un risque qui est connu, très logiquement on vous impose, si vous respectez le principe, de ne pas engager l'action en cause ou l'activité ou le projet. Le principe de précaution s'applique, a vocation à s'appliquer du moins quand le risque en fait, n'est pas certain. Donc c'est donc un risque sens stricto sensu. Et là, quand on a une incertitude, un doute scientifique, le principe de précaution voudrait qu'on privilégie la santé et l'environnement et donc qu'on s'abstienne d'engager le projet ou l'activité. Et donc quand moi, le juge administratif me répond que puisqu'on n'apporte pas la preuve d'un risque avéré s'agissant des nouvelles substances d'Arkema, on n'a pas besoin de faire une étude d'impact. Effectivement, on se dit que ce principe, malheureusement, il manque bien d'effectivité. En toute hypothèse, et je vais élargir la focale quand même pour faire le lien avec la réponse précédente, le contentieux, c'est très bien. Moi, c'est mon métier, j'aime beaucoup ça. C'est très intéressant, mais on sent bien que c'est une impasse. On ne peut pas les saisir. Les PFAS sont partout. Alors, il y a des hotspots beaucoup plus contaminés qui vont cristalliser le plus de contentieux, mais on sent bien que ce ne sera pas au juge, à chaque fois, pour chaque commune, pour chaque habitant touché, c'est-à-dire virtuellement tout le monde, d'accorder les réparations, d'aller chercher le responsable. Donc la réponse, elle doit être, face à un problème systémique, la réponse doit être politique et globale, à la hauteur de l'enjeu. Et ça ne pourra venir que de l'État, du législateur, etc., du gouvernement. Et c'est ce qu'on voit petit à petit se mettre en place avec cette loi PFAS, avec le plan ministériel aussi dédié à la question, dont la mise en œuvre est portée par un comité de pilotage interministériel, parce qu'on est bien sur une problématique transversale. Donc c'est plutôt de là que viendront les réponses à terme pour organiser justement la réhabilitation des milieux
et éventuellement l'indemnisation des victimes. Et on peut supposer qu'on s'acheminera petit à petit vers la création de dispositifs, en tout cas c'est une piste possible, de dispositifs analogues à ce qu'on a en matière de victimes de pesticides. Enfin, dès qu'on se confronte à ce type d'impasse, on ne peut pas systématiquement aller chercher un responsable en particulier. On a en fait des dispositifs qui seront pris en charge par l'État pour indemniser certaines personnes respectant évidemment certaines conditions d'accès, faute de pouvoir engager des procédures pour chaque cas particulier. Mais pour conclure, le droit reste un levier d'action assez puissant en termes d'effet, d'impact, mais aussi, encore une fois, et ça rejoint la question plus sociologique et même des affects, en termes de mobilisation. Mais c'est une question qui est analogue au problème climatique. On est face à un problème systémique, transnational, global, etc. Un problème face auquel notre puissance d'action est assez dérisoire. Néanmoins, c'est en exploitant toute la marge dont on dispose par nos choix de consommation, le suivi des recommandations pour limiter sa propre exposition, voire ensuite l'engagement pour maximiser son impact. C'est toutes ces actions aussi qui nous font sentir un peu moins impuissants. Bonsoir. Ma question est plutôt transverse. Elle reprend les éléments de la conférence. Vous parliez d'acceptation sociale ou de non-acceptation sociale du risque pour les riverains. Vous avez évoqué la réaction des agents sur la non prise en compte de leur exposition. Et ma question est donc, est-ce qu'il existe une réglementation pour protéger ces travailleurs, qui sont généralement riverains des sites? Et est-ce qu'il existe des seuils d'exposition pour les agents de ces entreprises? Je suppose que c'est à moi de répondre. Alors, c'est un peu comme pour tout le reste. Pour l'instant, il n'y a pas de seuil d'exposition. Enfin, il n'y a pas de valeur limite d'exposition professionnelle pour les PFAS. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a des projets de recherche qui se montent sur ces enjeux d'exposition professionnelle spécifiquement. Il y a eu pas mal d'études aux États-Unis, mais en France, on n'a pratiquement rien. Et voilà, et donc je sais que l'ANSES étudie les valeurs toxicologiques de référence et les valeurs limites d'exposition professionnelle depuis quelques mois, et ça a pris un peu de retard, mais ça devrait quand même finir par aboutir à des rendus de normes, et de valeurs toxicologiques de référence et de valeurs limites d'exposition professionnelle. Alors après, la réglementation prévoit que les employeurs doivent éviter de faire subir des risques pour leur santé aux salariés, surtout quand ils ont connaissance des risques. Donc, à ma connaissance, il y a aussi des démarches qui sont entreprises par des inspecteurs du travail pour essayer de mobiliser les alertes dangers graves et imminents. Et je ne sais pas où ça en est. C'était l'objet d'une discussion là, assez récente, notamment par des inspecteurs du travail qui sont également impliqués dans les réflexions sur comment protéger les travailleurs. Et sur la question de la bioimprégnation, alors c'est une technique qui a été utilisée par les employeurs depuis. Il y a des mesures de bioimprégnation depuis 2001 sur les travailleurs de la plateforme Arkema Pierre-Bénite. Donc on a ceux qui travaillaient dans les ateliers, qui travaillent dans ces ateliers qui sont les plus exposés, mais aussi il y a eu une campagne de 2001 à 2005 avec des volontaires, dans le cadre d'une enquête internationale, puisqu'il s'agissait de comparer notamment avec une entreprise qui se trouve à Calvert City aux États-Unis. Donc, ils sont alors, je n'ai pas pu consulter les résultats de Calvert City. Ça fait partie des. Alors, on a la même préoccupation avec Émilie Rousseau, et je crois que c'est pas dans le fonds pilote. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question, parce que c'est quand même assez complexe de retrouver certains documents. Mais voilà. Mais en tout cas, on a donc ces mesures de bioimprégnation. Elles existent pour une partie des travailleurs. Elles existent aussi pour d'autres substances toxiques. Et quand un travailleur est fortement exposé à une substance, alors pas les PFAS puisqu'ils ne sont pas réglementés, mais on les retire généralement des lieux où ils sont les plus exposés pendant quelques années avant ou quelques mois avant que leur valeur biologique revienne à la normale. Voilà, c'est ce qui est fait et pratiqué. Ce qui a évidemment ses limites en termes de santé. Voilà. Et un des enjeux sur les PFAS, c'est aussi la surveillance des populations qui auraient été exposées. C'est aussi pour ça que les gens se battent pour des mesures de bioimprégnation. Ce n'est pas simplement pour participer à des enquêtes. C'est aussi parce qu'avec les mesures de bioimprégnation, ensuite, on peut voir si on a plus de tant de PFAS dans le sang, on peut
envisager, c'est ce qui se fait aux États-Unis, c'est dans le guide de référence que j'ai projeté tout à l'heure. Voilà, il y a des mesures pour surveiller ces personnes qui sont plus imprégnées que les autres. Pour l'instant, en France, on n'a pas l'équivalent, mais je sais qu'il est question de créer un centre de référence PFAS peut-être au HCL, mais c'est en cours, les réflexions sont en cours. Donc, Peut-être juste pour compléter très brièvement avant la question suivante, moi je vous invite, enfin, notamment les étudiants, enfin tous les juristes, à vous intéresser aussi au levier d'action que fournit le droit du travail. Les salariés ne sont pas démunis, ils ont évidemment leur syndicat, d'ailleurs la CGT commence à s'emparer du sujet, ils ont aussi des instances de représentation, notamment le CSE, et depuis les dernières lois en matière environnementale, on a un peu étoffé l'arsenal de prérogatives, de dispositifs que les salariés et leurs représentants peuvent mobiliser en interne pour faire pression et faire avancer un petit peu la prise en compte de ces enjeux. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là, et il faut évidemment démystifier et démentir d'emblée l'opposition sur laquelle jouent beaucoup aussi les industriels entre les préoccupations environnementales et l'emploi. Moi, ça a quand même été mentionné à l'audience par l'avocate d'Arkema, qui a agité un petit peu ce chantage-là par rapport à la perte d'emploi, la délocalisation. Évidemment, ces enjeux environnementaux et sociaux sont éminemment convergents, puisque, c'est ce que traduit aussi le propos de Gwenola, les salariés, les employés sont les premiers affectés et impactés par ces pollutions. La conférence touche à sa fin. Nous souhaitons remercier tous les intervenants pour leur participation et la qualité de ces échanges. Au nom aussi du Master 2 RISE, de la promotion 2023-2024, nous souhaitions remercier tous les enseignants. Je vois des noms de la tête. 2024-2025 Je me suis trompé, pardon. Nous souhaitions remercier l'ensemble des référents qui ont accompagné les 6 groupes. Vous avez largement participé à la qualité de ces événements. Nous tenons aussi à rappeler que ces conférences se tiennent chaque année sur les mois de janvier et février. Vous aurez donc la chance en 2026 d'assister à d'autres conférences sur des sujets environnementaux d'actualité. Pour poursuivre cette discussion ou simplement pour partager un moment convivial, nous vous invitons à venir au bar Le Sample à partir de 20h15. Bonne soirée à toutes et à tous.